Alors, bonjour ou bonsoir, selon le moment que vous allez visionner cette petite conférence. C'est découvrir donc euh, les huit spécialisations de la pleine conscience intuitive. Il y a des gens qui m'ont demandé, en fin de compte, cette conférence-là, puisque, évidemment, moi, j'évolue à travers le temps, j'espère du moins. Et l'enseignement que je tente de donner, bien, quelque part, bien, j'essaie aussi de l'enrichir, de l'améliorer, ce qui fait que avec cette amélioration-là, bien inévitablement, les enseignements évoluent puis se rendent peut-être plus riches, je dirais. Et c'est un peu le sens de la conférence, mais aussi, cette conférence-là va avoir pour objectif aussi donc de vous faire des démonstrations de chacun des outils qui sont, chacune des spécialisations qui est utilisée afin que vous compreniez bien. Puis également, on fera des liens avec ce qui se passe actuellement dans le monde, parce que je crois que la pleine conscience intuitive peut être un outil intéressant aussi pour arriver à mieux comprendre justement le monde, puis à mieux se comprendre. Donc, si vous voulez bien, donc on va commencer donc, la conférence en vous présentant un peu ce qu'est la pleine conscience intuitive, hein, parce qu'au départ, c'était l'écoute imaginaire qui était le nom de l'approche, de la méthode. Et je l'ai changé tout simplement parce que les étudiants n'étaient pas à l'aise avec le mot imaginaire, ils avaient la difficulté à le présenter. Mais pourquoi ça s'appelait comme ça? Pourquoi l'imaginaire était si important pour moi dans la terminologie d'époque? C'est que pour moi, l'imaginaire, c'est un véhicule. Alors, ce véhicule-là, à quoi il sert? Il sert à voyager. Okay? Alors, on pourrait dire, bon, j'imagine des choses, mais je pourrais très bien dire aussi, mon imaginaire me permet de déplacer ma conscience dans mon imagination pour que je puisse me déplacer en moi, par exemple. Alors, si je veux voyager dans mon genou, ben, je peux déplacer ma conscience, qui est ici, vers mon genou. Et pour être capable de faire cela, je vais prendre un véhicule, et le véhicule, ben, finalement, c'est le support imaginaire qui me permet de le faire. De la même façon que si moi, je décide d'aller vers une personne qui serait devant moi, par exemple, ben, c'est exactement la même chose que je ferais, c'est-à-dire que je prendrais ma conscience qui est dans mon être et je la déplacerais en utilisant le véhicule imaginaire pour me déplacer vers un partenaire. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se produirait? C'est que ma conscience se relierait à mon partenaire et il y aurait comme un genre de lien, un pont énergétique qui s'effectuerait. Et à travers ce pont énergétique-là, il y aurait donc des informations visuelles, auditives, sensitives qui pourraient en résulter. Et il y a un genre de langage qui s'effectuerait, un genre de communication qui s'effectuerait à travers les sens. Moi, je pourrais parler avec l'autre personne sans lui parler physiquement, simplement à travers les perceptions que j'ai d'elle, et elle pourrait me répondre à travers les perceptions que je recevrais d'elle. Donc, c'est une forme de communication qui s'effectue, qui est très intéressante parce que c'est une communication qui s'applique sur soi, et c'est une communication qui s'applique sur un autre être humain. Mais évidemment, vous l'avez sans doute compris, c'est une communication qui s'applique vers un animal, ça s'applique vers un fruit, vers un légume, vers un minerai, une pierre, vers un arbre, vers des étoiles. En fin de compte, c'est illimité. Et on va le voir un petit peu à travers les diverses spécialisations que c'est illimité, puis qu'il y a plein de façons de jouer avec cet outil-là. Je dis bien de jouer parce que l'imaginaire, c'est quand même, hein, quand on est un enfant, l'enfant est fasciné par la magie de l'imagination. Et je pense que c'est important, quelque part, de se rappeler que cette magie-là nous rappelle, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on vient des étoiles. Et trop souvent, l'adulte que nous devenons néglige cette idée que nous venons des étoiles et nous amène tout doucement à créer comme un genre de plafond dans lequel on se dit, ben voilà, on est maître à bord. Maître à bord de quoi? Ben, maître à bord de la planète, et on en fait plus qu'on en veut de cette planète-là. Et c'est ça un petit peu qu'on retrouve aujourd'hui dans les problématiques mondiales, c'est qu'on se retrouve dans une situation où beaucoup de gens, hein, on voit ça quelque part, se disent, ben voilà, la planète, on ne s'en est pas bien occupé, on ne l'a pas bien géré. Pour quelle raison? Mais parce qu'on a oublié justement qu'on venait des étoiles. Et que les enfants, ben, quelque part, la beauté de ce qu'ils nous montrent, c'est qu'ils sont capables, eux, de pouvoir vraiment nous montrer justement, nous rappeler quelque part quelque chose de beau dans cette relation que nous avons avec ce monde imaginaire-là. C'est-à-dire que quand on est un enfant, on est fasciné par plein de choses. Alors, évidemment, quand on est un adulte, on doit faire la différence. Puis c'est ça, quelque part, qui est tout le processus de la pleine conscience intuitive, c'est comment moi, je peux utiliser mon véhicule imaginaire, non pas pour rêvasser puis m'évader, mais pour, au contraire, reconnaître que c'est un véhicule qui me permet de voyager dans le monde vivant. La physique quantique, elle permet à quelque part d'expliquer beaucoup ça parce qu'elle nous met en évidence justement qu'il existe un univers super lumineux, c'est-à-dire un univers dans lequel les particules vont plus vite que la lumière,
Donc, selon moi, le véhicule imaginaire me permet d'accéder à cet univers-là, ce qui veut donc dire qu'on rentre dans un univers qui n'est pas régi par le monde terrestre. On ne fonctionne pas de la même façon et on n'a pas à chercher à l'appliquer, à le comprendre de la même façon, puis c'est une autre réalité. Et cette autre réalité-là, lorsqu'on commence justement à bien la comprendre, ben, elle nous permet finalement de constater qu'il y a une information immensément vaste dans cet univers-là et il y a un flot d'informations constant et continu et que moi, en tant qu'intervenant, en tant que thérapeute en pleine conscience intuitive ou en tant que pratiquant de la pleine conscience intuitive, je peux pénétrer dans cet univers super lumineux-là et de pouvoir interagir avec lui d'une façon régulière et continue si je le souhaite. Et c'est ça un peu qui m'a amené donc à l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que l'imaginaire, c'est un élément fondamental, mais l'objectif de l'écoute imaginaire ou de la pleine conscience intuitive, c'est d'être pleinement conscient de ce qui se passe dans moi quand j'interviens sur une autre personne, quand j'interviens avec un arbre, etc. Donc, de développer une pleine conscience. Et cette pleine conscience-là n'est pas une pleine conscience comme on va l'appeler quand on fait de la méditation, par exemple, de pleine conscience, qui est une pratique très intéressante, bien sûr, qui nous amène dans l'instant présent et qui nous permet de vivre des états de conscience modifiés qui nous relient donc à l'univers, qui nous relient à un sentiment d'unité, etc. Et évidemment, à travers cette pratique de méditation-là, il est reconnu qu'il y a plein de bienfaits qui sont associés à cela. Donc, nous, à quelque part, on pratique une pleine conscience, mais en même temps, on ajoute l'élément interaction. Interaction avec moi, interaction avec l'autre, interaction avec la vie. Et dans cette interaction-là, je découvre qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence. Et c'est ça, finalement, qu'on va chercher tout doucement dans la pratique de la pleine conscience intuitive à développer en utilisant donc l'imaginaire comme un véhicule qui me met en contact donc avec la vie. Et la vie se manifeste à moi sous forme d'images, de sensations et de mots. C'est ça, quelque part, qui est tout le processus de la démarche. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore de micro de fermé. Excusez-moi. J'essaie de voir qui est la personne. Donc, je vous demande de simplement être attentif au fait que vos micros sont peut-être ouverts pour les fermer si c'est le cas. Alors, je ne vois pas actuellement de personnes qui ont le micro ouvert, mais j'entends des bruits, donc je voulais juste m'assurer qu'on n'ait pas ce petit problème-là. Donc, alors, maintenant, pour un petit peu approfondir sur la pleine conscience intuitive, si vous avez des questions, évidemment, vous faites comme d'habitude un petit message sur le chat et je suis toujours attentif à ce qui se passe sur le chat et je vais répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, vous l'avez compris, l'écoute imaginaire est devenue la pleine conscience intuitive pour la simple raison que j'ai ressenti le besoin donc de mettre bien en évidence à quelque part que l'idée d'une démarche intuitive, c'est vraiment de développer une pleine conscience intuitive, une pleine conscience. Puis cette pleine conscience-là, évidemment, repose sur le principe qu'il y a un langage à quelque part qui existe dans le monde subtil, et que ce langage-là, le seul moyen de communiquer avec lui, de parler avec lui, c'est de pouvoir faire un travail d'interaction avec celui-ci. Et c'est là que je vais vous parler donc de trois grandes techniques de la pleine conscience intuitive qui se sont développées avec le temps. La première, c'est la lecture intuitive ou le décodage intuitif. Alors, qu'est-ce que c'est que la lecture intuitive? C'est ma capacité justement à communiquer avec mon corps ou le corps d'un partenaire ou avec l'arbre ou avec la vie finalement. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. Mais ce qui est assez intéressant dans cette idée de la communication intuitive, c'est que ça met en évidence une chose, c'est qu'on ne sait pas communiquer en tant qu'humain. Alors, quand on commence à pénétrer dans ce monde imaginaire-là, on est humain. Donc, on se dit, ben, je vais essayer de communiquer à ces perceptions intuitives qui se manifestent à moi de la même façon que je le ferais avec un être humain. Mais comme nous, on a souvent tendance à interpréter l'autre, on a souvent tendance à penser pour l'autre, etc., etc., on est dans une situation où la communication intuitive va se faire plus difficilement. Donc, il y a des bases essentielles de la communication intuitive qui a été reconnue par la tradition chamanique, entre autres. Il y a la pratique de l'enracinement, par exemple, qui est une technique dans laquelle on apprend à développer la verticalité. C'est une technique fort importante pour la simple raison qu'elle nous rappelle que moi, je suis un corps fait de chair et d'os, mais que l'intérieur de ce corps fait de chair et d'os est animé par de la vie. Cette vie-là, c'est un langage cellulaire qui est présent en moi. Et ce langage cellulaire se manifeste de quelle façon? Dans le monde super lumineux, il se manifeste par de la lumière. C'est-à-dire que les cellules de mon corps, qui sont physiques, vont absorber
les influx cosmiques provenant du ciel, dont le Soleil, et les cellules vont prendre cette lumière-là, puis vont la réémettre, et il y a donc un genre de phénomène d'absorption et d'émission de lumière qui se manifeste. Et pour moi, ce qu'on appelle l'aura, c'est ça. Et quand moi j'observe une personne et que je vois un champ énergétique autour d'elle avec de l'information dans son champ énergétique, mais pour moi, c'est clair que c'est une émanation de cette lumière-là des cellules du corps. Et que quand j'interagis avec cette émanation-là, qui est donc le langage cellulaire du corps, je constate que cette lumière-là est animée par de l'information, une information qui peut provenir de mon histoire de vie, qui peut provenir de mes activités physiologiques, de mes organes, mes systèmes. Ça peut venir donc des mémoires provenant de mes ancêtres, de d'autres vies, etc. Il y a plein d'informations qui circulent là-dedans. Et on peut donc apprendre, évidemment, à interagir avec cette somme d'informations-là, et c'est cette interaction-là qui va me permettre, moi, de pouvoir enrichir ma compréhension de l'autre ou de moi-même par l'interaction que je vais faire. Et cette interaction-là, elle va se faire dans les meilleures conditions, dans une position de témoin. Pourquoi? Si je suis un témoin, je ne suis pas en train de projeter vers ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, une information qui serait la mienne. Par exemple, si je vois quelqu'un dans la rue et que avant même que la personne me parle, je me dis, c'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est ceci, c'est cela, parce qu'il a l'air de bandit. Je juge d'une façon caricaturale en disant ça. Bien évidemment, ce jugement-là peut m'empêcher de pouvoir bénéficier de qui elle est cette personne-là. Peut-être une personne qui est extraordinaire, mais elle peut me faire penser à quelqu'un que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas apprécié. Et là, je vais interpréter finalement quelque chose qui va complètement m'éloigner en quelque sorte de la réalité, de la situation. Et c'est là, quelque part, que la pleine conscience intuitive, justement, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est sois dans tes souliers et prends le temps de t'adresser aux perceptions qui sont là et ne cherche pas à interpréter. Cherche pas à interpréter, cherche pas à deviner ce qui est là, cherche à laisser ce qui est là, à prendre sa place et à te parler. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui arrive? Mais ce qui arrive, c'est que moi, je suis dans mes souliers, puis je constate que je pénètre dans un univers, puis cet univers-là, finalement, parce que je suis dans mes propres souliers, ben, je me laisse porter par lui. Je rentre dans cet univers-là, puis cet univers-là me porte, m'amène dans son chemin, dans sa voie, dans sa direction. Et puis moi, quelque part, ben, je découvre que cette sagesse-là, cette intelligence-là, qui est plus grande que moi, ben, me permet donc d'accéder à une compréhension de plus en plus grande et de plus en plus large. Et on va le voir tout au long de la conférence que cette capacité de voyager dans cet univers-là intelligent, il y a plein de façons de l'aborder et on va essayer d'en voir plusieurs à travers la conférence. Puis évidemment, c'est des questions, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc ça, c'était pour une petite introduction concernant l'idée de la pleine conscience intuitive, la façon de faire de la lecture intuitive, c'est-à-dire que je vais donc voir, entendre ou ressentir ce qui se passe en moi ou chez un partenaire, par exemple, et cette façon d'interagir avec mes perceptions va me permettre de discuter avec ces perceptions-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est de la folie. Bien sûr que si on regarde dans des livres de psychiatrie, on pourrait se dire que c'est un symptôme de folie. Sauf que c'est en train de changer et la psychiatrie évolue. Et elle commence à reconnaître effectivement que l'intuition, par exemple, fait partie d'un processus qui existe. Et ils sont en train donc de reconnaître progressivement et très lentement que ce n'est pas associé donc strictement à de la folie que de se comporter comme cela. Ça veut donc dire de plus en plus qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, et c'est tant mieux. Parce que je pense que l'être humain a besoin de commencer à poser son regard vers les étoiles, puis commencer justement à accepter que les étoiles ont de la lumière, et que cette lumière-là, ben, quelque part, ben, nous ramène au mystère de la vie. Et ce mystère de la vie, mais je pense que c'est important qu'on se rappelle que l'on doit le chérir si on veut que cette vie-là puisse nous enrichir, puis nous faire avancer d'une façon saine et heureuse. Une première question. Est-ce que la pleine conscience intuitive peut nous aider ultimement à accéder à la supraconscience? Bien sûr que oui. La supraconscience, évidemment, c'est un terme que moi, j'ai identifié à travers un livre que j'ai beaucoup aimé de Dispenza. Je ne sais pas si c'est ça que tu fais référence. Mais la supraconscience, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée, quelque part, que moi, en tant qu'être humain, j'ai une pleine conscience. Alors, une pleine conscience, ça veut dire quoi? Une pleine conscience intuitive, pour moi, la pleine conscience intuitive veut donc dire que je peux interagir dans mon propre être, interagir dans la vie, dans le sens général du terme, et pleinement conscient d'être en mesure d'aller chercher une communication et des échanges avec la vie dans toute sa globalité. Donc, pour moi, c'est ça un peu une forme de supraconscience. Puis évidemment, si on ramène ça à un niveau plus humain, bien, je deviens intuitif envers moi-même, je suis capable donc de me comprendre mieux,
je suis capable de mieux comprendre mon partenaire sans qu'il ait à me dire quoi que ce soit. Je peux le faire en présentiel, je peux voir la personne et travailler avec elle en présentiel, mais je peux aussi le faire à distance. Parce qu'à quelque part, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas relié, qui n'est pas régi par la dimension terrestre. Donc, on est capable de faire des lectures intuitives à très grande distance, par exemple. Ça ne pose pas de problème puisque ce n'est pas l'élément de voir une personne en physique qui va jouer véritablement dans la lecture intuitive. C'est plus une façon de se connecter avec quelqu'un ou de connecter avec quelque chose. Cette façon de se connecter, comment je le fais? C'est parce que justement, j'utilise mon véhicule imaginaire comme un moyen de connecter avec la personne ou avec l'arbre ou avec la vie, etc. Donc, vous voyez que c'est ça, quelque part, qui est bien important. Alors, Mélissa, je ne sais pas si je réponds à ta question concernant cela, mais je vais y revenir puisque le thème de la conférence est quand même orienté dans le thème que tu viens de nommer. Donc, l'autre chose que j'avais envie de présenter, évidemment, c'est la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va être une façon de constater quelque part que dans le monde, dans notre champ énergétique, il y a plein d'informations. Ces informations, qu'est-ce que c'est? On pourrait donc dire que dans ma lumière que je dégage, moi, il y a donc des compartiments énergétiques, des compartiments lumineux dans lesquels nous sommes d'informations. Par exemple, une expérience que j'ai vécue à l'âge de 8 ans qui m'a beaucoup blessé pourrait se retrouver dans mon champ comme un compartiment. Alors, ces compartiments-là, effectivement, par focus, par intention, je peux, parce que je suis dans mon véhicule imaginaire, je peux aller focuser dans ces espaces-là, à un point tellement grand que je peux me retrouver dans une scène où je vois cet enfant de 8 ans et j'interagis avec lui. C'est-à-dire que l'enfant de 8 ans que j'ai été, qui est blessé, je peux interagir avec lui pour lui donner tout ce qui est nécessaire pour le transformer, le libérer de ses programmations, ce qui va faire que je vais constater que la blessure qui était en quelque sorte figée, qui était présente dans mon champ énergétique, ben, en interagissant avec lui, avec cette information-là, je vais permettre justement de faire émerger de nouvelles voies de solutions, des nouvelles façons de me regarder, de me voir, un peu comme si un potentiel évolutif qui allait en résulter. Comme si, par exemple, l'enfant se sentant abandonné, ben, la déprogrammation va consister à lui donner tout ce dont elle a besoin pour ne plus être dans un processus d'abandon. Et en faisant cela, ben là, je vais constater effectivement que si l'enfant ne se sent plus abandonné, à quoi il ressemble? Et là, je vais commencer à comprendre que moins il se sent abandonné, plus il me montre le chemin qui est pour moi que je dois suivre, qui est celui que je n'ai pas appris à assumer à l'âge de 8 ans et que je n'ai pas encore appris à assumer aujourd'hui parce que cette blessure-là m'a empêché de le manifester. Et c'est là que je vais commencer à comprendre que je peux donc, à travers ce travail-là, devenir conscient d'une voie à suivre. Et il y a évidemment les techniques de soins, qui est le troisième volet de la pleine conscience intuitive, qui va aussi s'ajouter à ça, puisque le soin va permettre donc de rétablir les flots énergétiques dans mon corps ou dans le corps de mon partenaire. Et en faisant ça, bien évidemment, il va y avoir de l'interaction avec l'information intuitive, donc la lecture intuitive. La déprogrammation risque de changer aussi. Il y a des informations qui vont bouger aussi. Donc, les trois techniques ensemble font que je suis en interaction avec la vie. Je ne suis pas en train de faire des constats, par exemple, monsieur, madame, vous avez tel problème, et j'arrête les choses comme ça, un peu comme un médecin. Finalement, dans la médecine, on reconnaît dans la dimension terrestre qu'il y a donc dans la matière, il y a des éléments qu'on peut observer et qu'on peut dire, ben voilà, voici ce qui se passe. On arrête, on fige, on prend une photographie en quelque sorte de la situation en disant, voici ce qui se passe, voici le problème que vous avez. Et comme on est dans la dimension terrestre, on ne part pas du principe que dans ce qu'on observe, ben, il y a effectivement quelque chose de beaucoup plus vivant et de vibrant qu'on ne voit pas et qui touche cet aspect de l'univers superlumineux, qui touche la notion de supérieure conscience. Et c'est ça, quelque part, que la pleine conscience intuitive va s'intéresser. Plutôt que de pointer du doigt en observant quelque chose qui est terrestre, qui est dans la matière, on va beaucoup plus s'intéresser à observer ce qui est derrière, c'est dans cette espèce d'univers superlumineux et qui va mettre en évidence cette notion de mouvement de la vie. Et c'est ça, finalement, que la pleine conscience intuitive, on cherche à faire, par la lecture intuitive, la déprogrammation et les soins, de permettre à la vie de se rétablir, de se mettre en mouvement, qu'elle soit le plus présente possible dans le travail que l'on effectue avec un partenaire ou avec soi-même. Alors, si vous voulez bien, je me disais peut-être que j'avais envie de faire des démonstrations, peut-être que pour donner quelque chose de plus concret à ce que je viens de vous dire, il y aurait peut-être quelqu'un qui a envie que je fasse une petite démonstration avec elle, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, ces trois volets-là. Puis après ça, bien évidemment, je pourrais poursuivre. Alors, les trois volets que je viens de vous présenter, ça correspond en fin de compte à l'introduction de la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que dans un week-end d'enseignement en présentiel ou dans une introduction en ligne, on va prendre le temps de vous montrer ces trois volets-là, c'est-à-dire lecture intuitive, comment on arrive à le faire,
déprogrammation, comme on arrive à le faire, et soins, comme on arrive à le faire. Alors, c'est ça un peu qui est présenté. C'est donc un peu la base de l'enseignement qui est proposé à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie que je fasse une démonstration? Sinon, je vais simplement poursuivre, c'est pas bien grave. Donc, OK. Alors, il y a Michel Zaillet qui me dit, moi, OK. Donc, c'est toi la première, donc on va y aller avec toi. Je ne sais pas s'il y a un thème particulier, mais je vais simplement me laisser guider par ce qui va venir de toi. Tu vois, ce que je sens de toi, Michel Vaillet, c'est la première chose, c'est la tête qui est dans un mouvement perpétuel. Un peu comme, non, tu vois, comme un peu comme quelqu'un qui a un focus qui change, et qui change, et qui change, et qui change, et qui finalement, quand ça change comme ça, ben, on n'arrive plus à avancer parce qu'on n'a pas de concentration dans une direction précise. Alors, on devient, j'aurais même à dire qu'on devient un peu fatigué de ça, parce que la tête est agitée, mais le bas du corps, lui, est fatigué. Il est fatigué pourquoi? Mais parce que je pense que, Michel, tu as besoin d'un objectif de vie et que finalement, cette capacité de changer dans ta tête fait que tu n'arrives pas à mettre ton énergie, à stabiliser ton énergie dans ton bassin, dans tes jambes, et que ça peut devenir une problématique, ça. Un problème. Parce qu'à quelque part, on s'épuise de cette façon-là parce qu'on aurait besoin de déposer un projet qui a une certaine continuité pour se sentir confortable. Ça, c'est un peu donc la première chose que, quand je disais que c'était la lecture intuitive qui était la première étape, ce que je viens de faire, c'est un peu comme un constat d'une situation énergétique. Évidemment, on pourrait l'approfondir, etc., mais c'est comme une démonstration, donc on va y aller brièvement. Alors, Michel, si tu as envie de dire comment tu reçois l'information, ou même si tu as des questions, des précisions, tu peux le faire. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à faire la déprogrammation de ce que je vois pour faire la deuxième étape. Alors, comment j'ai fait donc, la lecture intuitive? La lecture intuitive, finalement, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à voir. Je n'ai pas fait grand-chose de spécial. Mais la lecture intuitive, finalement, comment ça se fait? C'est un jeu imaginaire. Donc, moi, quand j'ai fait, Michel Vaillet, bon, je me suis mis en relation avec cette personne-là que je ne vois pas. Je ne la vois pas actuellement. Et je me mets en relation avec l'énergie de son nom. Et en mettant en relation avec l'énergie de son nom, ben, je vais voir une situation, une scène qui va apparaître. C'est une perception imaginaire que j'ai là. Donc, je pourrais dire, j'invente un truc. Mais comme j'ai l'entraînement, comme ça fait plusieurs années que je fais ça, je sais que cette perception-là n'est pas simplement que de la fantaisie. Et là, je vais m'adresser à la perception, je vais discuter avec elle. Ça ne paraît pas, encore une fois, dans ce que je fais avec vous comme démonstration, mais c'est ce que je fais de l'intérieur. Et donc, des informations qui vont me permettre ensuite de vous transmettre en mots ce que j'observe et de transmettre à Michel ce que j'ai pu observer chez elle. Puis ensuite, va venir donc la déprogrammation. La déprogrammation, comment je vais procéder? C'est que là, je vais m'adresser, donc encore là, à ce que j'ai perçu de chez Michel, mais là, je vais donc interagir avec. Interagir, c'est de dire, de demander dans quelque chose au champ énergétique de Michel, particulièrement au niveau de la tête, qu'est-ce qu'elle a besoin pour avoir un meilleur focus. Parce qu'on a vu que le thème, c'est qu'elle devrait avoir un meilleur focus. Ça lui permettrait d'être plus stable. Donc, je vais m'adresser à sa tête pour voir un petit peu comment ça va réagir à ce sujet-là. Et je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Puis, évidemment, je vais lui donner, ça veut dire qu'il y a une demande que je vais demander, qu'est-ce que Michel pourrait faire, et Michel va me répondre, et moi, je vais lui donner ce qu'elle me demande. Et je vais voir des transformations se faire. Je vais vous revenir dès que je vais avoir fait ça. Tu vois, Michel, c'est drôle ce que ça dit, c'est ça demande de la tristesse. Alors, c'est drôle parce qu'une demande comme ça, c'est une demande qui pourrait dire, ben voyons, je vais quand même pas lui donner de la tristesse à Michel. Mais ce que je sens de ça, c'est la tristesse, c'est une façon de ramener Michel à un état émotionnel qui est relié à la tristesse, qui n'est pas nécessairement de devenir triste, mais de se connecter avec la tristesse, parce que la tristesse va nous faire vivre quoi? Elle va nous rappeler quelque part qu'on est déçu. On est déçu de quoi? On est déçu de situations dans lesquelles on a cru, par exemple, à des objectifs. On a cru en des êtres humains, on a cru en des collaborations, on a cru en diverses choses, et on est déçu, on est triste de voir que ces gens-là, que ces situations-là, que ces événements-là ne nous ont pas apporté ce que nous, on souhaitait, ce que nous, on voulait. Donc, et quand je donne ça à Michel, bien évidemment, je la sens beaucoup plus stable dans son ventre parce qu'évidemment, cette émotion dont je parle la met en contact avec une envie de se dire, ben là, j'ai plus envie de me fier, entre guillemets,
envers d'autres individus ou envers des situations que je ferais confiance. Moi, j'ai envie de prendre les choses en main et j'ai envie, à quelque part, de donner un sens à ce que moi, j'ai à ma propre vie. Donc, quelque chose qui est très personnel chez toi, Michel, de dire, j'ai envie d'être moi, puis j'ai envie de faire les choses en fonction de moi, puis j'ai envie de ne pas attendre après les autres pour pouvoir arriver à faire quelque chose en moi. Alors, dans un premier temps, Michel me disait que c'était tout à fait ce qu'elle vivait en ce moment, ce que je lui avais dit dans un premier temps. Là, je viens de faire un petit peu de déprogrammation, c'était encore là quelque chose de sommaire, mais qui donne un peu une idée, je pense, pour vous tous, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. La déprogrammation, c'est quelque chose qu'on fait dans l'immédiat et qui amène un changement dans l'immédiat. C'est ça un petit peu qui est intéressant dans le processus. Donc, j'attends un petit peu de voir pour Michel qu'est-ce qu'elle va me dire par rapport à ça. Et je vais ensuite aborder le troisième aspect qui est le soin, juste pour vous montrer comment on procède. Donc, la déprogrammation, vous l'avez compris, j'ai focusé davantage sur l'information. Je lui ai posé des questions pour lui demander qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat. Elle m'a répondu qu'elle voulait de la tristesse. Je lui ai donné une transformation qui s'est faite, donc quelque chose un peu plus équilibré. C'est tout à fait sur quoi je travaille actuellement. Donc, vous voyez, ça confirme, donc ça se passe bien. Donc, on va faire la troisième étape qui est le soin. Alors, le soin, évidemment, dans quel objectif que je vais faire dans ce cas-ci, comme elle est partie de la tête, j'ai amené la tristesse, elle l'a amenée vers son ventre, bien moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler un soin énergétique de son ventre vers ses pieds pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, c'est ce que je vais faire, encore là, sommairement, mais quand même, c'est quelque chose que je vais faire, prendre le temps de faire, puis vous dire qu'est-ce qui se passe chez Michel quand on produit ça. Tu vois, Michel, ce que je sens, c'est qu'il y a du ménage à faire. Quand je mets de l'énergie, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, là, j'amène la notion d'énergie, de faire circuler l'énergie dans ses jambes. Et là, je sens dans ses jambes une congestion, une circulation lourde. Le sang est lourd. Et ce que je sens, c'est comme quelqu'un qui pourrait s'étendre sur l'asphalte et se laisser mourir. Je vous donne une image caricaturale. Ça fait référence à une chanson pour ceux qui le savent. Mais c'est quelque chose, à quelque part, de lourd. Ma vie est lourde. Et comme elle est lourde à quelque part, ben moi, mettre mon nez là-dedans, dans cette lourdeur-là, cette complication-là, ça me pue au nez, j'ai pas envie dans cette direction-là. Donc, aller vers la tête, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. J'ai pas à vivre la lourdeur, le pénible de la vie. Puis en même temps, par contre, ce qui arrive, c'est que je ne règle rien. C'est-à-dire qu'en étant dans ma tête, puis en m'étourdissant, ben, je ne suis pas dans ma puissance dans mon ventre et je ne suis pas dans ma puissance dans mes jambes qui me permettrait de reconnaître qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie. Donc, regarder sa vie, c'est plate, c'est pas toujours agréable parce que des fois, ça peut faire mal. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, on n'a pas envie parce que c'est lourd, c'est pénible, on a l'impression qu'on ne sera peut-être pas capable. Puis en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si la vie me demandait de faire ça. Alors, quand j'essaie de rétablir le flux énergétique dans tes jambes, Michel, c'est ça que moi je perçois, comme s'il y avait quelque chose que tu avais à apprendre à renouer contact avec toi dans tes jambes. Puis c'est certain que ça met en évidence la fierté. La fierté, c'est j'apprends à être fier de moi. Et être fier de moi, c'est qu'on peut se questionner, Michel, à l'idée de se dire dans quel moment de ma vie que je n'ai pas développé cette fierté-là, que j'ai apprise à ne pas être fier de moi, que j'ai apprise à mettre de l'eau dans mon vin pour accepter des situations qui ne me convenaient pas et dans lesquelles la fierté n'était pas au rendez-vous, mais j'ai appris à quelque part à vivre avec ça, à un point tel que j'en ai perdu ma lumière, que j'en ai perdu ma beauté, que j'en ai perdu ma vérité. Alors, tu vois, c'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Alors, donc, tu me disais que tu avais effectivement suite à un burn-out en 2019, toute ta vie a chamboulé, mais positivement, tant mieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais à me dire par rapport à ce que je viens de te dire, mais pour moi, c'est un peu un travail ça va bien, là, je ne veux pas en train de te dire que ça va mal. Hein. Je suis en train de te dire simplement que le fait de travailler comme on le voit, c'est que ça te ramène vers tes jambes à un travail de remue-ménage qui te ramène vers cette fierté-là. Alors, la fierté, finalement, c'est ça l'objectif. De quelle façon que je peux redevenir fier de moi? Alors, on a peut-être un petit peu perdu ce contact-là dans notre vie. C'est ça un peu le message que moi, j'ai envie de te donner là aujourd'hui par rapport à ça. Donc, si tu veux me donner un petit feedback pour clore, ça va être un peu le clore, parce que c'est 3 étapes. La pleine conscience intuitive pour vraiment favoriser le processus intuitif et le travail d'accompagnement thérapeutique avec quelqu'un.
tant sur soi qu'un partenaire, c'est vraiment lecture intuitive, déprogrammation, soins. Alors, c'est là qu'on le fait très sommairement, mais c'est quand même les 3 étapes et j'avais envie de vous les proposer parce que je crois qu'en le faisant comme ça devient beaucoup plus vivant et beaucoup plus facile à comprendre ce que c'est exactement. Donc, tout OK, j'ai fait ce travail et actuellement, je pars vraiment sur ma vie, mon être de lumière. C'est ça, mais moi, en tous les cas, je te dirais, Michel, observe à quelque part ce principe de vie dont je te parlais tantôt, de fierté, de joie de vivre, puis va voir tes jambes, parce que dans tes jambes, il y a une lourdeur. Ça serait peut-être même intéressant de travailler sur la circulation sanguine, etc. Il y a quelque chose à regarder au niveau du bas du corps, certainement. Mais bon, on va s'arrêter ici. C'était juste comme pour donner un peu une vision de ces 3 étapes-là, pour que vous puissiez effectivement être au courant maintenant comment ça fonctionne globalement. Donc, si vous voulez bien maintenant, j'avais peut-être un petit peu envie d'approfondir assez sommairement quand même l'idée de la pleine conscience intuitive concernant la résonance, parce que ça me paraît important d'en parler, la loi d'attraction, et d'essayer de faire un lien avec ce qu'on vit actuellement aussi, parce que je crois que c'est quand même intéressant, la situation de crise mondiale avec cette notion de loi d'attraction, qui nous ramène vraiment à cette notion de comment moi, en tant qu'intuitif, je peux renouer contact avec une position de verticalité plutôt que de me sombrer par résonance, justement, avec ce qu'on pourrait appeler donc soit la peur d'un côté ou soit la révolte de l'autre côté. Vous voyez, il y a comme plein d'états émotionnels qui se vivent à travers ça. Et que l'idée d'être un intuitif, c'est pas de se laisser prendre par les émotions qui viennent de tout bord, de tout côté, mais d'apprendre à retrouver la position de verticalité qui est fondamentale, je dirais, dans une pratique intuitive. Donc, la loi d'attraction, il faut se le rappeler, elle vit sur plusieurs niveaux, cette loi d'attraction-là. On a souvent tendance à parler de la loi d'attraction pour dire je vais attirer de l'argent, par exemple, ça a été beaucoup connu comme ça, mais la loi d'attraction, elle est plus complexe que ça, je dirais. La première loi d'attraction qu'on doit se rappeler, c'est la mienne avec moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque jour, je vis avec moi et chaque jour, je vais donc observer mes pensées, je vais donc observer mes émotions, je vais donc observer ma vitalité, je vais donc observer quelque part qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qu'on mes pensées, qu'est-ce qui se manifeste en moi, etc. C'est une façon de constater que moi, avec mon être, je peux raisonner avec du positif ou je peux raisonner avec du négatif qui est en moi. Okay? Alors, par exemple, si je suis toujours en train de me dire que je suis un pas bon, je suis un incapable, ben, qu'est-ce qui fait que le pas bon puis je suis un incapable revient tout le temps en moi? C'est parce que je le nourris à mon insu. Et cette nourriture-là, finalement, elle repose sur quoi? Mais elle repose sur un principe de résonance. Et j'attire à moi cette pensée-là parce que j'y crois. OK? Donc, la résonance individuelle, ben, de la même façon, si je crois que je suis quelqu'un d'extraordinaire, bien évidemment, je vais donc avoir des pensées positives et évolutives qui vont être en moi, qui vont me faire croire effectivement que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Vous voyez que ça, c'est vraiment une relation que j'ai avec moi-même. De quelle façon que je peux être le plus juste possible avec moi, c'est sans me gonfler l'ego et sans me dénigrer non plus. C'est la position de verticalité dont je parlais tantôt. Cette position de verticalité me permet d'observer qui je suis sans me juger et sans juger quoi que ce soit. Alors, c'est un principe d'amour. J'apprends à m'aimer, j'apprends à m'accepter tel que je suis, pas en me faisant croire que je suis quelqu'un d'autre, mais en acceptant véritablement qui je suis. C'est ça un peu le principe de ce monde intérieur, hein, avec lequel je peux être en résonance ou pas. L'autre élément qui est bien sûr que vous avez tous compris, c'est le monde extérieur, c'est-à-dire que le monde extérieur, lui, fait que moi, en tant qu'être humain physique, j'ai un monde intérieur, mais j'ai aussi un monde extérieur. Ce monde extérieur-là peut se manifester à moi de diverses façons. On sait que la planète Terre produit un champ électromagnétique, donc déjà, je peux être en conflit avec cette énergie-là ou être en harmonie. Okay? Déjà, je peux avoir cette relation positive ou pas avec ça. Puis, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que je peux également être en résonance positive ou négative avec le ciel, avec l'énergie cosmique, une énergie cosmique qui vient vers moi, donc je peux la rejeter ou la refuser. Donc, vous voyez à quelque part que la loi d'attraction s'applique à ça aussi. Elle peut aussi s'appliquer envers la vie en général. Hein, je peux avoir une relation d'ouverture ou de fermeture envers diverses situations de vie, les arbres, par exemple la nature, je peux être en révolte contre la nature ou je peux au contraire l'accueillir. Je peux également aussi donc être en résonance avec certains types d'individus. Je vais rencontrer dans la rue des individus qui vont me faire vivre des choses positives ou négatives, encore une fois. Alors, vous voyez que
Finalement, dans le monde vivant, on voit des choses qui sont reliées au hasard de la vie, mais quand on commence à poser un regard sur ce principe de résonance et de loi d'attraction, on se rend compte que tout ce qui se passe en soi, ben, on a un rôle à jouer parce qu'effectivement, on peut donc apprendre à être dans une position de témoin, être capable de voyager en soi, faire du ménage à l'intérieur de nous-mêmes, tout comme on peut apprendre aussi par les événements de la vie qui nous sont reflétés par l'extérieur, apprendre justement aussi à apprendre donc à s'assumer face à ce monde extérieur-là pour être en paix avec notre monde intérieur et notre monde extérieur le plus possible. Et cette position-là, c'est la position de la santé, en fin de compte. Hein. Quand on réfléchit à ça, plus je suis comme ça, hein, plus je suis dans une position d'équilibre avec mon être, plus je suis dans une position où je sens quelque part que je suis dans une relation équilibré avec mon monde intérieur et équilibré avec le monde extérieur, donc avec les gens, les relations que j'ai, je me sens en harmonie, je me sens en relative équilibre, etc. Donc, l'idée de la pleine conscience intuitive et de la position de verticalité, c'est d'être capable justement de poser un regard sur mon monde intérieur, de poser un regard vers le monde extérieur et d'apprendre justement à être le plus en état d'harmonie, d'équilibre avec celui-ci. Il y a un autre type de résonance qui mérite qu'on y porte un petit peu attention, c'est la résonance qu'on pourrait qualifier reliée à l'univers superlumineux. C'est-à-dire que moi, j'ai un monde intérieur qui est relié à mon histoire de vie. J'ai des résonances qui vont s'effectuer avec la vie qui est autour de moi, mais dans le monde subtil, je peux être en résonance avec la mémoire collective, la mémoire familiale, la mémoire d'autres vies. Donc, encore là, ces mémoires-là, évidemment, vont résonner avec mon vécu. Alors, plus j'apprends à être dans une position de verticalité, plus j'apprends à gérer tous ces univers-là pour ne pas me sentir envahi par tout ça. Okay? Je pense que c'est bien important de comprendre que la position d'enracinement est très importante à ce niveau-là parce qu'elle me permet de me sentir solidement ancré dans la terre et au ciel pour que l'énergie circule en moi et je ne me sens pas effectivement gavé, en fin de compte, ou envahi par des énergies extérieures qui pourraient m'empêcher de trouver mon équilibre. Alors, c'est certain que quand on pense à la situation actuelle avec le fameux virus, bien, inévitablement, on comprend quelque part que ce virus-là, finalement, il y a un phénomène de résonance qui s'effectue actuellement. Et la contagion, c'est une résonance. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est contagieux? C'est que ce quelque chose-là est capable d'interagir avec un individu, un autre individu, un autre individu, et c'est là, quelque part, qu'il y a un phénomène de contagion qui va être associé à cela. Maintenant, un autre élément qui est important à comprendre dans ce principe de contagion-là, c'est de constater quelque part qu'il y a aussi des situations très embêtantes, je dirais, qui sont reliées à la peur. Quand moi j'ai peur, bien évidemment, ce phénomène de contagion, bien, quelque part, je peux moi-même, quelque part, peut-être même l'attirer vers moi parce que mes fonctions énergétiques deviennent plus faibles. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, quand on regarde ce qui se passe dans la société actuellement, il y a tout un grand courant de peur. Hein, je pense que on peut le dire objectivement, je pense, hein, que d'une façon globale, on a beaucoup investi d'énergie au niveau des gouvernements puis au niveau de l'information pour faire peur aux gens. Alors, on aurait pu faire différemment. On aurait pu faire les mêmes choses, mais en essayant d'être positif, en essayant d'être sécurisant pour les gens, mais on a choisi de faire peur. En faisant peur, bien évidemment, il y a des gens qui ne sont pas très solides sur leurs deux jambes, qui sont tombés. Alors, quand on tombe, mais qu'est-ce qu'on fait? On perd notre connexion avec la terre. On perd connexion avec le ciel, on devient effectivement dévitalisé. Et dans cet état de dévitalisation-là, c'est certain qu'on devient beaucoup plus sensible à tout ce qui pourrait survenir, qui viendrait effectivement modifier notre champ énergétique. Et c'est là, évidemment, que cette façon de faire peur, quelque part, ne contribue pas à la santé, en fin de compte. Et c'est certain que le principe de résonance, c'est d'être fort sur le genre. C'est ça qui va être la clé pour parvenir à trouver un plus grand équilibre. Il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert, je dois vous le dire, parce que justement, il y a des gens qui sont un peu gênés, mais je ne trouve pas la personne en question. Ah, je pense que j'ai trouvé. D'accord, OK, j'ai trouvé. OK. Donc, alors, ça, c'était donc pour vous parler de tout ce concept, justement, c'est que moi, en tant qu'être humain, dans la pleine conscience intuitive, ce que je vais chercher à faire, évidemment, c'est donc être un peu un magicien qui devient conscient de toutes ces interactions-là et qui va apprendre justement à comprendre que toutes ces interactions, elles se manifestent de quelle façon? À travers mon véhicule imaginaire. C'est-à-dire que mon véhicule imaginaire est une façon d'appréhender ma réalité énergétique d'un partenaire, les résonances qui peuvent exister, etc. Et c'est tout le langage cellulaire qui va finalement me permettre
de comprendre justement que mon corps est un être de conscience. La conscience n'est pas juste dans ma tête et dans mon cerveau, elle est partout dans mon corps. Et que j'ai un cerveau finalement qui est beaucoup plus vaste que celui que je connais. Et que plus j'apprends justement à découvrir ce langage cellulaire-là, mais plus j'augmente ma capacité à évoluer, à progresser, à cheminer. Et c'est ça un petit peu qu'on cherche à développer dans la pleine conscience intuitive. Puis comme on le voit avec la démonstration que j'ai faite tout à l'heure, ben, c'est l'idée d'appliquer donc la lecture intuitive, la déprogrammation et les soins qui vont permettre justement de permettre à renouer contact avec l'alignement, tant un aliment pour moi-même qu'un aliment pour un partenaire. C'est ça l'objectif qu'on se fixe lorsqu'on fait une pratique de la pleine conscience intuitive. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme je vous l'avais dit précédemment. La science aujourd'hui amène plein d'éléments formidables, les neurosciences, la physique quantique. Il y a donc beaucoup de choses qui sont intéressantes parce qu'elles viennent confirmer ce que la tradition chamanique, ce que les écoles ésotériques, ce que les écoles spirituelles pouvaient exprimer. Alors aujourd'hui, on sait que la méditation, par exemple, développe le néofrontal. Donc le néofrontal, ça favorise quoi? Mais ça favorise le bien-être, ça favorise l'éveil, ça favorise à quelque part l'intuition, ça permet à quelque part d'envisager un être plus ouvert. La cohérence cardiaque amène une réflexion dans ce même ordre d'idées-là. La cohérence cardiaque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une genre de... ça a été beaucoup popularisé comme une respiration qui a un certain rythme. Il faut savoir que cette respiration qui a un certain rythme, elle découle des grandes recherches spirituelles ésotériques qui proviennent de la tradition indienne, le pranayama et tout ça. Donc, ce n'est pas étranger à tout ça. Donc, on reprend quelque part les grands savoirs ancestraux, puis on les réamène avec j'allais dire, avec un langage plus moderne. Et la cohérence cardiaque, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert que le cœur avait vraiment une étroite relation avec le cerveau par des liens nerveux. Et que dans ce sens-là, bien évidemment, lorsqu'on pratique ce type de respiration-là, ben on arrive justement à amener un état de meilleure circulation, un apaisement du cerveau dans le cœur. Et cet apaisement-là permet à un individu de développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle se développe aussi par la méditation. Alors, donc, les gens qui pratiquent la cohérence cardiaque, c'est très intéressant. La méditation, c'est très intéressant aussi. C'est tous des éléments, évidemment, qu'on apprend dans la pleine conscience intuitive. Mais nous, on va en plus aborder, évidemment, la notion d'interaction et de soins qui va permettre donc de faire un voyage dans lequel un individu, justement, va pouvoir aller plus loin dans sa pleine conscience intuitive, justement, puisqu'il va être en mesure de pouvoir arriver à mieux cerner tout ça. Donc, il y a un module, entre autres, que je suis en train de développer, qui va en permettre, justement, je pense, en tout cas, qui va aider, en tous les cas, à mieux comprendre de quelle façon que je peux communiquer mes perceptions intuitives avec moi-même, c'est-à-dire comment je peux communiquer mieux avec moi-même, comment je peux interagir mieux avec moi-même. Donc, il y a tout un petit enseignement que je suis en train de concevoir à ce niveau-là, et de quelle façon que je peux mieux communiquer mes perceptions intuitives à un partenaire. Il faut savoir que même si on n'est pas un thérapeute, moi, mettons, je fais un travail intuitif sur moi, puis que je découvre quelque chose qui me gêne face à mon mari, à mon compagnon, et que je dois être capable de lui communiquer, et que je constate qu'il y a plein d'émotions qui montent en moi à ce moment-là, ben je risque de ne pas lui communiquer adéquatement l'information parce que je vais être trop dans l'émotion. Donc, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin donc, de développer un petit module là-dessus sur comment communiquer ses perceptions intuitives, tant dans un contexte avec soi-même, tant dans un contexte avec une autre personne et dans un contexte professionnel aussi, bien sûr, parce que c'est vraiment fondamental. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mes pratiques intuitives, j'avais des voyants que j'allais rencontrer, que j'aimais bien, mais ils étaient vraiment, mais vraiment pas psychologues pour Saint-Sou. Ils disaient des choses qui étaient très... ils avaient une façon de dire des choses qui étaient très peu... ils n'utilisaient pas de gants blancs. Et évidemment, quand on est un intuitif, on a un pouvoir sur les gens assez important. Donc, il faut être conscient qu'on ne peut pas se permettre de dire les choses n'importe comment. Il faut être capable de le faire avec une finesse. Et c'est ça un peu que je vais vous proposer à travers cette voie-là. Est-ce que ce serait important d'être le plus souvent en pleine conscience pour cesser d'accumuler de nouvelles mémoires qui nous lient au plan astral? Est-ce que ce serait important d'être le plus souvent en pleine conscience pour cesser d'accumuler de nouvelles mémoires qui nous lient au plan astral? Bien évidemment, je te dirais ça comme ceci. Théoriquement, oui. Je te dirais que c'est sûr qu'au niveau théorique, c'est sûr que la réponse est oui. Maintenant, au niveau pratique, l'être humain que nous sommes, on est dans une collectivité, on est une famille, la famille humaine. Et cette famille humaine, au stade où on en est,
elle est confrontée actuellement au plan astral, comme tu l'appelles, qui est le monde de la mémoire, qui est dans l'univers superlumineux. C'est de l'information qui s'accumule sans cesse. Et cette information qui s'accumule sans cesse, elle a une raison d'être dans l'histoire de l'humanité, selon moi. Elle est directement reliée à ce qui se passe présentement aussi, puisque l'être humain est actuellement dans son niveau mémoriel, parce qu'il faut savoir qu'on pourrait dire que le bas astral, le haut astral, donc le bas astral, c'est des mémoires qui sont de moins bonnes, avec de moins belles vibrations, et le haut astral, ce sont des mémoires qui ont des plus belles vibrations, d'une façon un petit peu caricaturale, c'est un peu ça. Et moi, selon moi, on a atteint un niveau actuellement chez l'humanité où la conscience humaine a atteint un plafond. Le plafond, pour moi, c'est l'être humain, s'il ne reconnaît pas la dimension spirituelle, s'il ne reconnaît pas la dimension de l'intelligence universelle qui existe, ben, l'être humain a atteint sa mémoire, a atteint sa maturité mémorielle. La maturité mémorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain va, soit qu'il tend vers la déshumanisation de ce que nous sommes, pour la simple raison que l'évolution de l'humain, qui n'est pas très évolué, on va l'appeler comme ça, va nous amener de plus en plus à croire que l'être humain, le seul moyen que l'être humain a pour lui d'évoluer, c'est de devenir de plus en plus robotisé. C'est-à-dire que là, on aborde l'intelligence artificielle, on aborde plein de choses comme ça, qui amènent des mutations, qui nous éloignent de plus en plus de la nature, qui nous éloignent à quelque part de plus en plus de la vie avec le grand V. Alors, on peut donner des exemples. Monsanto, par exemple, qui est spécialisé à faire des mutations génétiques au niveau des légumes, des fruits, etc. Bon, c'est un exemple qui indique bien quelque part qu'il y a une tendance, quand on pense à l'idée des vaccins qui pourraient avoir des rumeurs autour de ça, ben, dans lesquels des vaccins seraient avec, on aurait des mutations génétiques là-dedans, bon, associées à des, mais avec des gens qui pourraient nous épier à distance grâce à ça, ben, vous comprenez ici qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle. Alors, pour moi, finalement, l'être humain dans lequel on est actuellement est dans un chemin important puisqu'il doit apprendre à se lever debout. Et se lever debout, ça veut dire quelque part d'arrêter d'être dans la polarisation. La polarisation, c'est soit que je suis un bord, soit je suis dans l'autre. Je pense que quelque part, il ne faut pas être dans un bord ou dans l'autre, il faut être dans la bonne place qui est la nôtre. La nôtre, finalement, ce n'est pas d'être dans la réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle, à quoi elle sert? Elle sert exactement à nous relier à nos plans astrales. Quand je suis en colère, je génère de l'émotion qui va résonner avec des émotions de colère du plan astral, et ainsi de suite. Ces résonances-là, finalement, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous éloignent de notre pouvoir. Elles nous éloignent quelque part d'une position de justesse, parce qu'elles nous mettent dans une situation où, à quelque part, on n'est pas dans la position de la verticalité, dans laquelle on assume qui on est plus dans une position où on est en interaction avec des informations mémorielles et émotionnelles de d'autres individus, de d'autres histoires de vie, qui font qu'à quelque part, on devient de plus en plus prisonnier de quelque chose qui se répète tout le temps. C'est toujours la même histoire qui se répète, c'est-à-dire qu'on se fait récupérer, en fin de compte, par les résonances mémorielles qu'on a, et ça nous garde dans une position piégeante, je dirais. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est bien évident que oui, sauf qu'actuellement, l'humanité n'est pas encore assez évoluée, je dirais, pour être capable de se libérer de ça, mais en même temps, on est dans une période de l'humanité qui est très intéressante, puisque l'humain, dans sa collectivité, doit apprendre maintenant à devenir conscient de la manipulation. La manipulation, c'est quoi? C'est que l'être humain est en train de prendre un virage qui l'éloigne de la vie, avec le grand V, et que l'être humain que nous sommes, ben, on est des cellules, on est plein de vie en fin de compte, depuis des millénaires, des millions d'années qu'on est dans cette vie-là, et on doit maintenant commencer à s'éveiller pour reconnecter avec cet élément de vie fondamental, et ça exige évidemment de faire un virage à plusieurs niveaux pour être capable de le faire. C'est ça un peu que je dirais à ce niveau-là. Oui, mais ça, Michel me disait, nous sommes vraiment un tournant de notre humanité. Je pense que oui, dans ce sens que on est confronté à devoir reconnaître à quelque part qu'on a passé à côté de quelque chose d'important. Pour moi, et sans vouloir être un grand vendeur, hein, mais que la pleine conscience inclusive, elle ouvre la porte à cet élément fondamental qu'on a oublié à quelque part. Et là, je vais vous présenter un peu les spécialisations qui vont nous donner un petit peu les indices de ce que sera le monde de demain. Parce que moi, je suis convaincu de toute façon que ce soit demain ou que ce soit dans 10 jours, dans 20 ans, dans 100 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans ou 1 million d'années, on va parler d'une façon un peu générale, on doit aller dans cette direction-là. Alors, la première spécialisation que la pleine conscience intuitive propose, c'est les soins de l'aura et des fascias. Alors, vous avez sans doute déjà rencontré un guérisseur ou un magnétiseur ou quelqu'un qui fait du Reiki ou je ne sais quoi, qui va vous parler d'aura. Alors, l'aura, quelque part, il faut certainement comprendre que l'aura,
c'est mon corps physique qui absorbe et qui remet de la lumière. Alors, l'aura, c'est donc quoi? C'est donc un reflet de mon rayonnement biolumineux de mes cellules. Ça veut donc dire que quand je regarde l'aura d'une personne ou que je regarde mon propre aura, ce que je vois, c'est mon potentiel de santé. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un me dit « je suis malade », bien, cette personne me fige dans un état. Si je reconnais, moi, d'un point de vue énergétique, la santé, je comprends que la santé, c'est un état qui change et qui se modifie et que moi, si je commence à me figer dans un état, bien, à ce moment-là, il n'y a plus de vie. Si je reconnais que mon champ énergétique est vivant et qu'il peut donc il peut y avoir donc du mouvement qui se manifeste, mais je suis en train de le changer. Alors, vous comprendrez ici que si je regarde physiquement l'être que je suis ne suis pas en train de me voir bouger, je ne suis pas en train de voir mes cellules en bouillonnement, puis en mouvement, puis en mutation. Je vois un être physique qui semble être relativement stable. Hein? Semble, hein? Je vous le dis tout de suite. Alors, ça, c'est physiquement. Maintenant, quand on regarde d'un point de vue intérieur, d'un point de vue superlumineux, on comprend quelque part que cet être qui apparaît physiquement stable est dans un état d'instabilité intérieure, puisqu'il y a une mutation, une transformation des mouvements. Il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur de lui. Donc, vous comprendrez que si aujourd'hui quelqu'un se dit malade, bien, quelque part, sa relation avec son état de maladie peut se modifier à mesure qu'il apprend à gérer, à interagir avec cet état-là différemment de l'intérieur. Ce qui va faire que son rayonnement énergétique va se modifier, puis qui risque de renouer contact avec un potentiel de guérison. Donc, c'est ça, quelque part, qui est l'idée de cet enseignement-là, cette spécialisation, c'est de comprendre de quelle façon que moi, je peux interagir avec mes cellules pour rétablir un mouvement énergétique d'une façon de plus en plus équilibrante. Alors, tantôt, je vous ai parlé que dans la pleine conscience intuitive, il y avait lecture intuitive. Donc, lecture intuitive, c'est quoi? C'est observer un état dans mon propre champ énergétique, dans mon propre corps ou dans le corps d'un partenaire, observer donc des émanations énergétiques. On sait que dans ma pratique, il y a plusieurs états possibles dans un champ énergétique. Il y a l'état équilibré, qui est la santé pure. Et ensuite, le désalignement, qui est un désalignement du champ énergétique qui relie souvent à des troubles immunitaires, entre autres, ou à des chocs importants. Il y a également donc l'hyperactivité, qui est donc un état de trop grande dépense énergétique. Il y a l'hypoactivité, qui est un état de ne pas dépenser suffisamment d'énergie. Il y a l'hyperactivité surchargée, qui est un état de on dépense trop d'énergie, mais là, il commence à y avoir comme la sécheresse qui est en soi. Dans l'hypoactivité surchargée, on commence à avoir, on ne dépense pas assez d'énergie, mais en plus, on commence à accumuler, à stagner, et commence à avoir des stagnations à l'intérieur de soi, on commence à avoir des kystes, des choses comme ça, des encrassements qui se font dans le corps. Puis ensuite, il y a l'épuisement, qui est l'étape finale de tout ça. L'étape finale ne veut pas dire qu'on est en train de mourir, ça veut dire que le corps n'est plus en mesure de se défendre adéquatement et dépenser ses ressources. Et souvent, ça peut être intéressant parce que quand on dépense nos ressources, ben, quand on n'a plus d'énergie, on n'a plus de ressources, ben, on n'est plus capable de... Tu sais, quand on dit, par exemple, à une personne qui est malade, il va falloir que tu te battes, hein? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Il va falloir pas que tu acceptes justement que ton corps soit malade. Parce que si tu acceptes que ton corps soit malade, qu'est-ce qui va arriver? Mais ton corps va prendre la relève. Mais toi, tu dois garder le contrôle. Il ne faut pas que ton corps prenne la relève parce que si ton corps prend la relève, il va commencer à te parler, il va commencer à te dire des choses, il va peut-être te montrer c'est quoi le chemin de la guérison, puis il va peut-être te guérir. Là, je fais une caricature en vous disant ça, hein? Mais c'est pour faire comprendre combien on a peur de perdre le contrôle. Et que quand on se dit que quand on est malade, il va falloir que tu te battes, c'est quelque part parce qu'on ne fait pas confiance à la vie, on ne fait pas confiance à ce qui anime notre être, et que finalement, on ne comprend pas souvent que la maladie, ce n'est pas le corps qui l'a provoqué, c'est nous, par notre mauvaise gestion de notre corps. Donc, vous voyez que c'est ça un peu qu'on découvre à travers cet enseignement, donc avec des techniques de soins, donc de lecture intuitive des champs énergétiques, de déprogrammation des organes, des systèmes et des chakras, entre autres, puis évidemment d'apprendre aussi à faire des techniques de soins, soins de l'aura, transfert d'énergie, chirurgie énergétique, miniaturisation, et j'en passe. Plusieurs techniques de guérison qui sont proposées dans le cadre de l'enseignement. Il y a les fascias également qui sont proposées. Pourquoi les fascias? Moi, j'étais un des premiers au Québec, au Canada, et même en Amérique du Nord, en fait. J'ai acheté un appareil de photographie Kilian, que j'ai toujours, qui permet de faire une photo des méridiens d'acupuncture. À cette photo-là, évidemment, pourquoi j'ai acheté cet appareil-là, c'est que moi, je suis un maniaque en quelque sorte, je pense que je peux dire, un maniaque d'une volonté, j'avais une volonté quand j'étais jeune, hein. Attention, quand j'étais jeune, j'avais la volonté de faire en sorte que l'intuition devienne une science reconnue de tous. Pourquoi?
Bien, parce que j'avais le souhait de démontrer que l'intuition était un moyen d'interagir avec le corps humain qui était tout aussi efficace que des appareils de santé. Alors donc, la photographie Killian avait pour objectif donc de faire des démonstrations plus objectives d'un état énergétique d'une personne et ça me permettait ensuite de faire des comparaisons. Alors, dans mes cours, je demandais à mes étudiants de prendre des photographies de la photographie Killian, de leur champ énergétique ou de leurs patients. Et avant et après un soin, on regardait qu'est-ce qui en résultait. Et j'ai un autre appareil qui s'appelle le Cardium, que j'ai toujours aussi, qui permet de faire la mesure de la cohérence cardiaque. Et ça permet donc de faire une mesure des chakras, des organes, du système nerveux, des fonctions du niveau, si je suis dans un état de présence dans mon cerveau, au niveau des ondes cérébrales, je peux arriver à déterminer si je suis dans des ondes favorables à la maladie ou pas. J'ai l'âge biologique aussi qui est indiqué avec cet appareil-là. C'est toutes des choses qu'on peut faire par pratique intuitive. Et moi, ce qui m'intéressait avec ces appareils-là, c'est de proposer à mes étudiants de faire des évaluations avec ces appareils-là, pour faire des comparatifs avec ce qu'ils observaient et ce qu'ils percevaient avec l'appareil. Pour moi, c'est important parce que ça permettait de développer le sens critique. Et le sens critique, c'est pour moi fondamental. Ce n'est pas parce qu'on est intuitif qu'on ne doit pas avoir un esprit critique. Moi, dans la pleine conscience intuitive, ce que je mets beaucoup en évidence, c'est le plan d'action. Le plan d'action, c'est que si j'ai une intuition, ben, je dois quelque part aller voir effectivement si cette intuition-là, ben, elle a une valeur. Et la meilleure façon de vérifier qu'elle a de la valeur, c'est de voir, ben, on m'a dit ça, est-ce que ça se vérifie? Alors, c'est une façon pour moi de développer une relation amicale avec l'intuition dans laquelle on peut se dire, ben voilà, mon meilleur ami, c'est mon intuition parce que mon intuition ne me trompe pas. Et si elle me trompe, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Ben, je vais aller voir mon intuition, puis je vais lui dire, écoute, intuition, tu m'as trompé, explique-moi pourquoi. Alors, c'est ça un peu la clé, je dirais aussi, parce qu'on a trop souvent tendance à s'imaginer que parce qu'on est un intuitif, on ne va jamais se tromper, on va toujours clair, tout est merveilleux, tout est fantastique. Alors, non, on est humain. Alors, parce qu'on est un humain, ben, on doit être attentif au fait que l'intuition, c'est un outil exceptionnel. La déprogramation et les soins, c'est super combiné ensemble, c'est extraordinaire. Sauf que, ce n'est pas parce qu'on a ces outils extraordinaires-là que nous-mêmes, on va trouver être à la hauteur de ces outils-là. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cet esprit critique, je dirais, pour être capable de s'accompagner tout en ayant un deux pieds sur terre. C'est un petit peu ce que je vous dirais. Donc, les soins de l'oreille et des fascias, vous l'avez compris, c'est une façon de faire de la médecine préventive, en fin de compte. Parce que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, ce que je suis en train de faire, c'est que je ne suis pas en train de lui dire « tu es malade », je suis en train de lui dire « il y a des perturbations, on va les rétablir ». Et en les rétablissant, ben, je risque de ramener le corps de mon partenaire à des conditions favorables qui vont l'amener à une forme de guérison. C'est ça, quelque part, qui est l'objectif ultime de cette spécialisation-là. Alors, les fascias, pourquoi j'ai développé ça, pourquoi j'ai amené cette notion des fascias dans le travail, c'est que par la photographie Killian, je constatais que les soins énergétiques ne faisaient pas beaucoup changer la photographie Killian. Et ça m'a amené donc vers les fascias où j'ai commencé à travailler d'une façon plus corporelle. Puis parce que ce que je constatais, c'est que quand j'envoyais de l'énergie sur le corps d'une personne, si la personne, elle est fermée, elle a des blocages nerveux, des blocages émotionnels, bien sûr, qui sont là, ben, j'ai beau lui envoyer de l'énergie, si la personne est bloquée, ben, quelque part, je n'arrive pas à la débloquer. Donc, en faisant travailler ces fascias, mais ce travail ces fascias, c'est un travail plus corporel et dans lequel j'apprends non pas à envoyer de l'énergie, mais plus à rétablir la réponse tissulaire du corps. Quand le corps a des tissus qui répondent, le corps redevient capable de recevoir de l'énergie vitale. S'il n'y a pas de réponse tissulaire, il y a un risque que la circulation énergétique ne soit pas en mesure de pouvoir bien se propager dans le corps humain à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai observé et ça m'a amené donc à travailler sur les fascias pour enrichir donc le travail des soins énergétiques pour permettre justement de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et en travaillant sur les fascias, mais c'est très intéressant parce qu'on rétablit la réactivité tissulaire du corps humain et en faisant ça, bien, on a accès à de nouvelles images, de nouvelles sensations, de nouveaux mots qui vont émerger et ça nous permet de faire un travail plus approfondi sur notre partenaire. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu pour vous parler des soins de l'aura et des fascias, qui était donc la première spécialisation. Si vous avez des questions sur cette spécialisation, revenez vers moi. Je prendrai le temps de vous répondre. Très intéressant pour les fascias, mais tant mieux que les gens sont prêts pour le maître. Quand les gens sont prêts, le maître arrive. Ah ben oui, c'est bon ça. Donc, le soin de la spirale évolutive des chakras. Alors ça, c'est la deuxième spécialisation. Alors, elle est directement reliée à un gros travail que je suis en train de faire depuis plusieurs années, qui a pris un certain temps parce que j'ai voulu prendre mon temps pour asseoir cette vision des choses-là.
La spirale évolutive des chakras, c'est comme un peu comme une typologie. La typologie, c'est qu'on reconnaît qu'il y a 7 chakras. On reconnaît qu'il y a 7 états. Les 7 états, je les ai nommés tout à l'heure, équilibre, désaligné, etc. Donc, 7 fois 7, ça fait 49. Donc, on parle ici d'une typologie qui, grosso modo, a 56 états globalement chez l'être humain. Et ces 56 états-là, finalement, vont permettre de mieux comprendre comment les chakras fonctionnent, comment chaque être humain fonctionne, parce qu'à travers la pratique que j'ai quand même près de 30 ans, j'ai constaté quand même que les chakras, lorsqu'il y a des perturbations, on retrouvait quelque part certaines composantes psycho-émotionnelles qui se répétaient. Par exemple, dans un état d'hypoactivité d'un chakra, ben, je constatais que l'individu qui a une hypoactivité du chakra racine, par exemple, avait une certaine composante psycho-émotionnelle. Donc, ça m'a amené à comme développer tout un langage qui a pris un certain temps à asseoir et qui a fait que c'est ça que j'appelle la spirale évolutive des chakras. C'est une spirale évolutive dans le sens que les 7 chakras sont continuellement en mouvement et cette spirale peut monter du bas vers le haut comme du haut vers le bas. Et c'est une spirale et qui permet justement de constater que moi, en tant qu'être humain, je peux être très, par exemple, serviteur au niveau du chakra du cœur et à un moment donné de ma vie, mais je peux devenir très communicateur au niveau de mon chakra sacré et ainsi de suite. Et tout ça va finalement faire des changements dans ma façon de me comporter, dans ma façon de fonctionner. Et c'est ça un peu que j'ai mis en place à travers ça. Et pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que j'avais envie de développer un langage de base, je dirais, un peu comme quand on dit, par exemple, je vais apprendre l'anglais. Mais pour apprendre l'anglais, il faut apprendre les bases de l'enseignement de l'anglais, qui n'est pas la langue comme telle, mais plus les rudiments qui vont faire que je vais être capable de l'apprendre. Comme le français, même chose, il y a un alphabet, etc. Donc, l'idée de la spirale évolutive des chakras, c'était de permettre donc de développer une compréhension de tous les organes et les systèmes du corps, de quelle façon qu'ils avaient des symboliques psycho-émotionnelles, de comprendre également que tous les chakras ont donc des correspondances énergétiques, psycho-émotionnelles, de quelle façon que l'enfant se développe, etc. Donc, j'ai vraiment voulu développer un langage intuitif très complet à ce niveau-là, qui a fait qu'on peut arriver à ce moment-là à avoir une vision intéressante, évidemment, sur les chakras, ça nous amène à développer 3 visions des chakras. La vision énergétique, dans laquelle on apprend à développer des techniques de soins pour équilibrer nos propres chakras, pour équilibrer les chakras d'un partenaire. Ce que ça va faire, bien évidemment, c'est que ça, comme Maclora, ça va favoriser une grande optimisation de la circulation énergétique en soi. Ça va donc contribuer à augmenter mon potentiel santé. Si mon potentiel santé est augmenté, bien, inévitablement, je suis plus en santé. J'ai une capacité de vieillir moins rapidement. Vous voyez, c'est ça un peu l'intérêt de soins de l'oreille, des fascias et soins de la spirale évolutive des chakras, entre autres au niveau de l'aspect énergétique, c'est vraiment de favoriser un mieux-être à ce niveau-là. Il y a un autre volet d'enseignement qui est vu dans la spirale évolutive des chakras, qui est donc l'aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'identifier comment un être humain, par exemple, qui a un chakra du cœur hyperactif, va se comporter par rapport à un être humain qui a un chakra du cœur hypoactif, de quelle façon il va se comporter. La même chose, s'il est hyperactif surchargé, il va se comporter différemment que celui qui est hyperactif tout court. Alors, vous voyez que ça met en évidence cette notion de 7 familles d'âmes. Les 7 familles d'âmes sont les 7 chakras et que l'être humain que nous sommes, nous avons appris à travers les blessures de la vie à nous éloigner de la nature fondamentale et équilibrée de chacun des chakras pour nous amener à développer des comportements qui sont en désaccord avec l'essence fondamentale de qui je suis. Et la pleine conscience intuitive va contribuer à me donner l'opportunité par la lecture intuitive, déprogrammation et soins, à rétablir les chakras pour que justement ils renouent contact avec une position d'alignement. C'est ça un peu l'idée de la spirale évolutive des chakras. Donc, l'aspect psycho-émotionnel dans lequel on va apprendre à travailler sur ce que j'appelle, moi, les sous-personnalités associées au chakra. Ainsi, je suis un hyperactif dans mon chakra du cœur, j'ai un certain type de comportement, un certain état de conscience qui va être présent dans ma structure, qui va être là de temps à autre, ou peut-être là très, très souvent. Et dans la pleine conscience intuitive, je vais apprendre justement à interagir avec cet état de conscience-là pour l'équilibrer, pour que je puisse justement me permettre de renouer contact avec une vision plus évolutive de mon chakra du cœur, par exemple. Alors ça, c'était le deuxième volet de cet aspect-là, de la spirale évolutive des chakras. Le troisième, c'est l'aspect spirituel. Bien sûr que ça me paraissait important de travailler sur une dimension spirituelle, sur les chakras. Alors donc, tout un enseignement qui est autour de ça, dans lequel on parlait tantôt de supraconscience. Bien évidemment, on parle de cette notion de supraconscience puisqu'on met en évidence justement que
de quelle façon qu'on peut travailler justement à favoriser donc une synchronisation des hémisphères cérébraux, de quelle façon qu'on peut travailler à activer notre néocortex, de quelle façon qu'on peut augmenter notre fonctionnement du cerveau, tout ça basé sur des recherches scientifiques, des neurosciences entre autres. Hein. De quelle façon qu'on peut favoriser donc la cohérence cardiaque, de quelle façon qu'on peut favoriser la montée de la Kundalini, qu'est-ce que c'est que la montée de la Kundalini. Alors vous voyez, c'est tous des éléments comme ça qui vont être mis de l'avant dans cet enseignement-là concernant donc les chakras et la compréhension associée à la spiritualité. Il y a Michel qui me dit, j'ai écouté la vidéo sur la spirale évolutive des chakras, c'est hyper intéressant. Donc bien sûr qu'il y a plusieurs conférences que vous pouvez visionner dans la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube. Et je vous invite évidemment, si vous êtes intéressé à approfondir certaines données que j'avance, vous allez voir qu'il y a beaucoup de conférences sur lesquelles vous pourriez trouver des réponses probablement sur ce que vous avez comme questionnement, mais aussi si vous avez des questions directement à me poser, vous le faites ici, ou vous pouvez me poser par mail, etc. Ça me fait toujours plaisir. Donc, évidemment, là, on vient de faire donc, la deuxième spécialisation. Donc, évidemment, je ne veux pas m'étendre trop sur chacune des spécialisations, mais vous avez déjà une petite idée de celle-ci. Alors, vous l'avez compris, sans doute que quand on parle donc d'une pratique personnelle puis une pratique professionnelle, parce que j'enseigne des enseignements des deux côtés, bien, la pratique personnelle est vraiment orientée sur soi. Donc, on apprend à développer la pleine conscience intuitive pour favoriser un meilleur état d'équilibre à l'intérieur d'une même. Et quand on l'applique vers l'autre, on prend ces outils-là et on l'applique vers l'autre. Mais dans un contexte professionnel, on apprend toujours à le faire sur soi d'abord pour ensuite le faire sur l'autre. Dans une démarche personnelle, c'est uniquement personnel, c'est uniquement sur soi qu'on va le faire à ce moment-là. Donc, voilà. Ensuite, la troisième spécialisation, là, vous avez vu que les deux premières spécialisations étaient vraiment plus énergétiques et on commence à toucher l'aspect psycho-émotionnel avec les chakras, comme je viens de vous le présenter. La troisième spécialisation, c'est coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire. Alors, ce module-là est intéressant puisqu'il touche vraiment plus l'aspect mémoriel. Donc, l'aspect de déprogrammation de la mémoire cellulaire, on l'a revu précédemment, surtout dans un contexte énergétique, mais là, on va l'aborder vraiment dans un contexte psycho-émotionnel qui est principalement la force, je dirais, de la déprogrammation de la mémoire, parce qu'on travaille avec la mémoire, avec des événements de la vie, etc. Donc, on va commencer à faire des voyages dans notre histoire personnelle, des voyages dans les mémoires familiales, des mémoires d'autres vies. On commence à comprendre ce que c'est que le potentiel futur, parce qu'il faut bien comprendre que le futur n'est pas quelque chose de figé, tout comme le passé, le présent et les mémoires d'autres vies. Hein, il n'y a rien de figé en tout ça. Donc, quand on voyage dans ces univers-là, ce qu'on apprend à faire, c'est de mettre de l'ordre. Et quand je mets de l'ordre dans ma structure, qu'est-ce qui va en résulter? Bien, une clarté, un alignement, une direction. Et à ce moment-là, mon futur devient clair. Parce que je ne suis plus en train de me perturber, de me déstabiliser constamment. Je reconnais quelque part qu'en ayant fait du ménage, j'arrive à une clarté en moi. C'est ça qu'on cherche à faire dans cette spécialisation-là. De quelle façon que je peux accompagner un partenaire et que je peux m'accompagner dans cette capacité de mettre de l'ordre dans ma vie afin que les énergies mémorielles soient de plus en plus en accord avec moi. Parce que le problème dans ce monde psycho-émotionnel, c'est que dans notre champ énergétique, tantôt, je vais parler de la santé. La santé, évidemment, c'est qu'on a vu que notre champ énergétique peut avoir des blessures énergétiques. Pourquoi? Mais parce que l'énergie ne circule pas bien. Elle ne circule pas bien parce que c'est souvent associé à des blessures émotionnelles. Et ces blessures émotionnelles-là, évidemment, touchent vraiment la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Ces blessures-là, évidemment, sont des mémoires. Ces mémoires-là, on les a rejetées étant jeunes. On ne les a pas aimées. Par exemple, si je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, je n'ai pas aimé l'expérience, donc je ne vais pas garder ça en moi. Donc, je vais essayer de la repousser, cette énergie-là. Et en la repoussant, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir que dans mon champ énergétique, il y a une empreinte de ce rejet-là qui va apparaître. Et ce rejet-là va faire que moi, je vais devenir un attracteur. C'est-à-dire que je vais attirer vers moi des gens qui vont être attirés inconsciemment par la blessure émotionnelle que je vis pour finalement faire en sorte de me faire travailler dessus. C'est ça un peu le principe de la loi d'attraction, c'est que je comprends quelque part que la vie est bien faite parce que la vie m'invite à faire un travail de réunification avec ce que j'ai rejeté dans ma propre vie. Et que dans cette spécialisation-là, on apprend vraiment à faire un travail d'alignement avec cette mémoire-là pour apprendre à faire la paix avec les blessures émotionnelles pour se sentir de plus en plus en état d'équilibre et d'harmonisation, tant avec soi-même que dans un contexte où on accompagne une relation avec quelqu'un d'autre. Et on va apprendre à établir des relations plus harmonieuses avec notre entourage aussi, parce qu'il y a tout un module d'enseignement sur les relations interpersonnelles dans lequel on apprend à faire aussi un travail important sur comment je peux être en équilibre dans mes relations.
C'est un travail très important parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui ont des gros problématiques relationnelles, surtout dans les hôpitaux psychiatriques. Entre autres, j'ai eu beaucoup d'infirmières qui venaient, qui avaient ce type de travail-là. Et on a eu des résultats exceptionnels avec les techniques travaillant sur les relations, entre autres. Puis évidemment, on met en évidence dans cet enseignement-là sur le changement, de quelle façon qu'on peut favoriser la transformation, à partir du moment qu'on a déprogrammé, qu'on a libéré les choses, de quelle façon qu'on peut maintenant permettre à faire émerger de nouveaux processus à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça qui va être vu dans cette troisième spécialisation. Mais ensuite, évidemment, dans ce voyage de la pleine conscience intuitive, dans le voyage de la mémoire, on a compris sans doute qu'on peut voyager longtemps. Le bon de la mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux remonter dans mon histoire de vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, aller voir toutes les blessures que j'ai pu avoir lors d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, je peux faire des voyages qui peuvent durer très, très longtemps. Et je peux faire des voyages aussi dans ma famille, dans mon histoire familiale, donc aller voir mon père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, de l'un, de l'autre. Ça peut être très, très long aussi. Et je peux également aussi aller voir les mémoires d'autres vies avec lesquelles je suis en résonance. Donc, je peux passer ma vie finalement dans le passé, en fin de compte. Mais pourquoi je fais ce voyage-là dans le passé? Il faut se rappeler finalement que je fais ce voyage-là parce qu'il y a des résonances que j'ai. Et c'est ces résonances-là avec lesquelles je vais travailler qui m'indiquent le chemin à suivre pour pouvoir justement me libérer puis me dégager. Et que plus je me dégage, mais plus évidemment, je me donne l'opportunité de faire du ménage, comme je disais tantôt, pour être capable de voir mon futur d'une façon de plus en plus claire, nette et précise, parce que je me sens de moins en moins prisonnier de la mémoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette spécialisation-là consiste m'amener à me libérer des programmations mémorielles pour être capable d'accéder à quelque chose qui va me rapprocher de la quatrième spécialisation dont je vais vous parler maintenant, qui est l'alignement de l'âme et soins par les guides. Alors, quand on arrive à cette étape-là, on a donc une certaine maîtrise de la pleine conscience intuitive. On a appris donc à faire des lectures intuitives de notre champ énergétique. On a appris à faire des lectures intuitives de notre structure des organes, des systèmes, des chakras. On a appris donc également à faire des voyages dans mon histoire personnelle, dans les mémoires familiales, mémoires d'autres vies. Et à un moment donné, je constate que quand je dépasse les mémoires d'autres vies, ben, je rentre dans un espace qui est vide, qui est calme, dans lequel une certaine harmonie existe. Et cet état d'harmonie, c'est là que je commence à toucher l'âme. L'âme, c'est qu'est-ce que c'est? C'est moi dans mon essence pure. Et quand je touche cette essence pure-là, je commence à comprendre c'est quoi l'intelligence, dont je parlais tantôt, l'intelligence universelle. C'est-à-dire quelque chose de plus grand que moi, qui ne s'exprime pas dans tout ce que l'être humain a pu exprimer jusqu'à maintenant. Ça s'exprime à un niveau supérieur. Et l'alignement à l'âme, c'est un travail pour nous amener à expérimenter cet état supérieur-là, pour être capable ensuite de collaborer avec l'âme et des guides. Les guides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des expressions de cette lumière-là à un niveau plus important, qui va être capable donc de faire un travail de collaboration. On va pouvoir collaborer avec notre âme, collaborer avec des guides pour faire un travail qui peut s'effectuer, bon, d'une part, dans l'alignement, c'est-à-dire moi, j'apprends à accepter les influx de mon âme de la façon la plus harmonieuse possible, qui va faire qu'il y a de moins en moins de heurts qui va s'effectuer entre le passage de l'énergie de l'âme dans mon corps. Alors, moins il y a de heurts, plus il y a de l'alignement. Plus il y a des heurts, plus c'est donc dire que dans les diverses structures de mon être, il y a des perturbations. Donc, je vais apprendre donc, à partir de là à faire un travail pour épurer, pour que l'expression de l'âme soit la plus harmonieuse possible. Et les guides, bien évidemment, peuvent effectuer un travail à ce niveau-là. Les lois karmiques, se dégager des lois karmiques, bien évidemment, l'objectif ultime, pourrait-on dire, de la vie, c'est ça. Et c'est quoi les lois karmiques? Bien, les lois karmiques, c'est moi qui n'ai pas en harmonie avec l'intelligence supérieure. C'est moi qui n'a pas la maturité requise pour être en harmonie avec la lumière. En tant que je n'ai pas cette maturité-là, ben, je subis les lois karmiques. Les lois karmiques, c'est les lois de l'ignorance, j'appellerais. C'est-à-dire que tant et son temps, je ne suis pas intelligent, c'est-à-dire que je n'ai pas dépassé cette émanation de mémoire, ben, tant que je ne l'ai pas dépassé, je suis prisonnier quelque part de la mémoire. Je suis prisonnier de manipulation mémorielle. Je suis prisonnier de ce qui se passe actuellement. Vous voyez? Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, il faut le comprendre, c'est une forme de karma. Le karma, c'est quoi? C'est que l'être humain a généré à son insu une forme de conscience humaine, on va l'appeler comme ça, qui, elle, veut avoir le contrôle de l'humanité parce qu'elle ne veut pas se rendre réceptive
à ce qui est plus grand qu'elle, c'est-à-dire à cette vie dont je parlais tantôt. Alors, les lois karmiques, c'est quelque chose qui a été créé d'une certaine façon par l'être humain qui ne connaît pas les règles. On s'inclut tous en disant ça, hein, je m'inclus là-dedans. Et plus évidemment l'être humain cherche à évoluer, parce qu'actuellement, comme vous disais tantôt, on est dans une position actuellement particulière dans la vie, parce qu'on a l'occasion de commencer à se dire, ben, finalement, je pourrais peut-être justement avoir un autre regard sur ma propre vie aujourd'hui, parce que tout ce que je croyais qui était stable ne l'est plus. Donc, je dois maintenant renouer contact avec quelque chose qui est lumineux en moi, qui donne sens. Et ce qui donne sens en moi, c'est évidemment de renouer contact avec quelque chose qui est plus grand que moi et qui me permet justement de m'harmoniser avec la vie, avec le grand V. Et je pense que c'est ça un petit peu qui va permettre de se dégager des lois karmiques, hein, c'est d'être de plus en plus éveillé dans cette lumière et être capable de collaborer avec des guides. Ces guides-là, évidemment, peuvent nous aider à faire un travail sur toutes les sphères que j'ai vues précédemment au niveau humain, mais elles peuvent aussi travailler au niveau de travailler dans le monde de la mort, c'est-à-dire donc d'interagir avec la mort, d'interagir avec des mémoires collectives, problématiques, être passeur d'âme. Il y a plein de choses comme ça qui vont être vues dans cette spécialisation qui permettent donc de devenir en quelque sorte, avec ces 4 spécialisations-là, de devenir vraiment un thérapeute en pleine conscience intuitive accompli. C'est la formation de base que je viens de vous décrire, la formation qui est vraiment la base de l'enseignement de la pleine conscience intuitive. C'est ça que vous allez chercher, ces 4 spécialisations-là qui vous donnent une base essentielle pour faire des soins qui vont être efficaces. Donc voilà. J'ai des petites questions ici. Hello, comment intégrer la notion de champ énergétique pour ce qui concerne nos contacts avec d'autres personnes? Comment intégrer la notion de champ énergétique? Si je comprends bien, c'est comment comprendre finalement. C'est ça que tu veux peut-être dire. L'idée qu'un champ énergétique peut être influencé par d'autres personnes. C'est ce que je comprends de ta question, parce que je ne la comprends pas hyper bien. Évidemment, c'est tout le concept de la résonance, encore une fois, qui s'applique. Hein. 2 êtres humains se rencontrent. Moi, par exemple, si je suis dans une position où je ne suis pas dans mes propres souliers, que je tombe, hein, c'est le concept de tomber amoureux ou tomber en amour. Hein. Cette phrase-là est intéressante parce qu'elle met en évidence cette notion que je ne suis pas capable de me tenir debout devant quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas capable de me tenir debout devant quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber. Et si je tombe, qu'est-ce que je vais faire? En tombant, je vais donc attribuer à mon partenaire plein d'intentions. Hein, je vais lui demander des choses, je vais faire de la projection vers lui. Et quand je fais de la projection vers lui, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va faire de la projection vers moi. Et là, on n'est plus dans une relation de maturité. On est dans une relation vraiment où il y a vraiment des interactions qui vont se faire. Et pourquoi ces relations-là? Maintenant, pourquoi on rencontre certains types de personnes? Pourquoi on rencontre une certaine dynamique énergétique dans notre vie qui se répète? C'est évidemment parce qu'on est programmé par un certain nombre d'informations à l'intérieur de soi. Ces certain nombre d'informations, c'est que si j'ai, par exemple, un sentiment de victime ou d'abandon que je vis depuis très jeune, ce sentiment d'abandon va faire quoi? Il va faire que je vais attirer des gens qui vont me faire vivre, qui vont me faire expérimenter l'abandon. Et pourquoi ils vont me faire expérimenter l'abandon? Bien, ce n'est pas parce qu'ils veulent me faire expérimenter l'abandon, c'est que la loi d'attraction, elle met en évidence le principe que tout ce à quoi je ne suis pas en harmonie avec moi, ben, la loi d'attraction va me mettre en contact avec des gens qui vont m'obliger de faire un travail sur moi pour que j'apprenne à faire la paix avec ces aspects-là. Vous voyez? Alors, c'est ça un peu le principe de cette dynamique des relations interpersonnelles. C'est qu'on pourrait toujours se dire, je suis malchanceux, je rencontre toujours le même genre de personnes, mais ce que je dois me dire, c'est que la loi d'attraction est en train de te parler. Et que si ce genre de personnel est toujours dans ta route, bien, tu vas commencer à poser un regard à l'intérieur de toi pour comprendre que tu es peut-être quelqu'un qui a donc développé une problématique dans ton échange avec l'autre et que tu dois apprendre justement à faire la paix avec ça. Et c'est ça que la pleine conscience intuitive permet à travers donc la lecture intuitive des programmations et soins, c'est de favoriser une harmonisation tant dans la structure énergétique, tant dans la structure psycho-émotionnelle que dans la structure spirituelle pour être capable d'être de moins en moins dans une position de résonance qui fait que je m'éloigne de mon propre être quand je suis dans cette résonance-là. Alors qu'on l'a vu, la pleine conscience intuitive, l'objectif ultime, c'est là dans une position d'alignement. Et cet alignement-là me permet d'être en alignement avec mon être. Donc, quand je rencontre quelqu'un, cette autre personne est en alignement avec son être aussi, et donc je peux échanger avec elle. C'est intéressant de constater qu'actuellement, ce qui se vit dans le problème collectif que l'on vit actuellement, on n'est pas du tout en train de valoriser cette notion de « je me tiens debout, puis tu te tiens debout ». Non, non, on est en train de créer cette notion de
de peur. Hein, la peur, quelque part, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une position d'assumer qui on est. C'est une position dans laquelle on est obligé, quelque part, de devoir se conformer à quelque chose, à des règles, des choses qui ne sont pas claires. Parce qu'il faut bien comprendre que les messages qui ont été transmis à travers ce problème mondial-là ont été pleins de confusion. Et cette confusion-là, finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça ne permet pas de quelqu'un de se tenir debout, ça permet à quelqu'un de se sentir instable. Et dans l'instabilité, on peut manipuler des gens. Alors moi, je dis ça comme ça, c'est comme juste pour faire réfléchir sur l'idée quelque part que l'objectif actuellement pour l'être humain, c'est de retrouver sa stabilité. Et retrouver sa stabilité, c'est exiger la stabilité. Exiger la stabilité, c'est l'exiger envers soi-même, mais l'exiger envers même les gouvernements. Hein, les gouvernements, quelque part, ne peuvent pas jouer avec nous comme des marionnettes. Ils doivent, à quelque part, se comporter d'une façon responsable, avec un message clair et avec un message sécurisant et réconfortant pour la collectivité. Sinon, quelque part, ils deviennent responsables du chaos. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre aussi à travers cela. En fait, l'incarnation nous permet de travailler et l'éveil nous permet de nous libérer de ces lois karmiques. L'éveil, c'est un terme qui est à la mode. C'est pour ça que je fais attention quand tu me parles de l'éveil, parce que l'incarnation nous permet de faire un travail sur soi et l'éveil nous permet de progressivement nous libérer des lois karmiques. Je dis progressivement parce que l'éveil n'est pas un indice de libération des lois karmiques. L'éveil, c'est un état qui nous rend éveillés à quelque chose et cet état d'éveil-là peut être plus ou moins important. Et on va dire que l'illumination spirituelle est l'état ultime. Et l'état ultime, c'est la libération des lois karmiques. Et souvent, les gens qui atteignent cet état de conscience-là, souvent, n'ont plus rien à faire sur Terre parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à y être, parce qu'ils n'en ressentent plus d'intérêt. Alors, vous voyez, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Saraska qui me dit, OK, c'est bien la leçon de résonance. Par champ énergétique, je pensais quelque chose de plus physique en tant que circulation de protons et électrons. Et tu réponds à des questions déjà élaborées, ces champs, ces termes de perception humaine de ces champs. OK. Bien, proton, électron, on est dans le basique pas mal, comme tu dis. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que la photographie Killian photographie les protons et les électrons qui sont dans le corps. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les électrons, c'est acide, excusez-moi, c'est basique. Quand on parle de l'équilibre acido-basique, les électrons, c'est basique. Les protons, c'est acide. Donc, l'acidité, qu'est-ce que ça fait dans la structure énergétique? C'est que ça ne contribue pas à favoriser la circulation. Et les ions électriques, les électrons, favorisent la circulation. Alors, quand on parle d'un milieu cellulaire, quelqu'un qui est acide, c'est une gélatine. Donc, tout son liquide n'est pas liquide, justement. Il devient visqueux, devient même une genre de gélatine dans certains cas. Ça veut donc dire qu'à l'époque, on devient de moins en moins vivant. Donc, cette notion d'équilibre des protons et des électrons est vraiment importante de comprendre. La meilleure façon de travailler là-dessus, en tout cas la plus naturelle, je dirais, c'est d'avoir les deux pieds à la rosée du matin, tout simplement, pendant un bon laps de temps. Moi, je dirais 1 heure, pour vraiment prendre le temps de s'imprégner de ces électrons-là. Parce que la planète Terre est pleine d'électrons et elle me transmet des électrons. Puis moi, qui est plein d'acidité, ben, je vais donner cette acidité-là à la planète Terre qui va les attirer en fait, et puis moi je vais recevoir des électrons en échange. C'est un peu le concept que je dirais par rapport à ça, mais je ne comprends pas très bien ton commentaire, ça reste là, donc si tu veux le préciser, en fait je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, c'est ça que je ne sais pas dans le commentaire que tu m'as donné, donc voilà. Donc on poursuit maintenant donc, dans les 4 dernières spécialisations qui vont finalement nous faire voir que on aborde maintenant des spécialisations qui sont plus spécialisées en fait compte. C'est la deuxième, c'est donc la formation avancée que je vais vous présenter. La formation avancée, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose donc un enseignement qui s'appelle l'activation intuitive des ressources créatrices. Je vais vous parler de ça parce que c'est quand même intéressant de comprendre que l'activation intuitive des ressources créatrices est venue assez récemment. Ce n'est pas quelque chose qui a 20 ans d'âge comme la pratique de l'écoute imaginaire au départ, là, qui fait quand même un certain nombre d'années. L'activation est venue peut-être 5-6 ans, peut-être 10 ans, peut-être maximum. Et l'activation intuitive est venue par le fait que je comprenais que le mot, quand je parlais, ça modifiait le champ énergétique d'une personne. Et ça m'a fait comprendre quelque part que si je parle et j'observe le champ énergétique de la personne, mais j'observe que dans le champ énergétique de la personne, il y a des modifications. Et que si moi, je nomme les modifications, mon partenaire les entend, et à ce moment-là, il y a comme une espèce de transe qui prend forme. Cette transe-là, finalement, fait que mon partenaire équilibre son énergie parce qu'il accompagne ce que moi je lui dis, il accompagne ce que je perçois de lui, et
Puis moi, je fais en sorte de justement l'encourager à amener de l'énergie dans certains endroits, etc. Et à la fin de la séance, il y a une genre de vision équilibrée qui en ressort. Alors, ça peut s'apparenter à une forme d'hypnose pour moi, cette technique-là. J'appelle ça l'activation intuitive des ressources créatrices parce qu'il suit par l'intention de les activer, ces intentions, ces ressources créatrices-là. Ces ressources créatrices, c'est une forme d'intelligence qui anime le corps et que quand je les active, elles me montrent le chemin de la guérison. Alors, moi, j'enregistre ces séances-là chez mes partenaires et les gens, bien évidemment, peuvent reprendre l'enregistrement, le réécouter autant de fois qu'ils le souhaitent et ça permet donc de digérer, d'intégrer beaucoup plus efficacement le soin qui a été effectué par l'activation intuitive des ressources créatrices. Et c'est quelque chose qui a des très bons résultats pour toutes sortes de situations. Moi, j'ai vu beaucoup de gens de différents types de problèmes se retrouver un bien-être grâce à cette technique-là qui va être finalement assez simple et assez facile d'utilisation, quelque part, qu'on a déjà la maîtrise des 4 spécialisations que j'ai nommées précédemment. Donc, il y a plusieurs applications à cette activation intuitive des ressources créatrices. Et évidemment, je vais peut-être vous présenter les autres. Ensuite, je ferai une autre démonstration. Donc, après l'activation intuitive des ressources créatrices, il y a l'enseignement personnalisé. L'enseignement personnalisé et libération émotionnelle, c'est que plus on avance dans la pratique intuitive, puis plus on constate que quand on rencontre des nœuds chez les gens, ce sont souvent parce que les gens ont des blocages à l'intérieur d'eux-mêmes. Et on a beau faire des soins, des lectures intuitives, des déprogrammations, les blocages, ça vient d'eux, donc ils doivent faire un travail, eux, de responsabilisation par rapport à ça pour s'en dégager. Et c'est là, évidemment, que l'activation intuitive des ressources créatrices est une façon de commencer à se rendre compte qu'ils ont des ressources créatrices qui sont en eux et de les nourrir. Et ensuite, l'enseignement personnalisé, c'est de commencer à leur proposer des enseignements de la pleine conscience intuitive, mais de le faire en intégrant leur dynamique intérieure. Je vous donne un exemple, l'enracinement. Moi, je pourrais faire un enracinement classique que je pourrais lire, qui est d'un de mes livres. Hein. Bon, vous faites ceci, vous faites cela, Mais l'enseignement personnalisé, un enracinement personnalisé, c'est je vais tenir compte, par exemple, je vais prendre le temps de regarder de quelle façon que vos pieds réagissent lorsque l'énergie de la Terre pénètre dans vos pieds, de quelle façon que vos jambes réagissent lorsque l'énergie de la Terre pénètre dans vos jambes, ainsi de suite. Donc, je vais vraiment vous donner de l'information intuitive sur comment vous êtes par rapport à l'énergie de la Terre, par rapport à l'énergie du ciel, qu'est-ce qui ça provoque en vous. Puis, je vais faire en sorte que l'énergie que je vais utiliser, celle de la Terre, celle du ciel, dans ce cas-ci, vont avoir un objectif de régulariser votre structure énergétique. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire dans l'enracinement personnalisé. Ça amène évidemment quelque chose de fort intéressant parce que ça vous donne l'opportunité de commencer à vous donner des outils pour développer par vous-même la pleine conscience intuitive, pour développer une autonomie. Puis en même temps, il y a donc de l'information intuitive que vous est donnée aussi. Donc, ça vous permet donc de vraiment faire un travail thérapeutique et en amenant un élément pédagogique, donc un élément dans lequel vous apprenez à devenir de plus en plus autonome. Et ça, c'était pour moi bien important qu'un jour ou l'autre, à un moment donné, que les personnes aient envie de se prendre en main. C'est une chose saine, c'est une chose normale et que cet enseignement-là permet ça. Donc, je trouve ça très intéressant. La libération émotionnelle, elle va utiliser des thérapies projectives, comme, je ne sais pas si vous connaissez la technique de la chaise, dans laquelle on projette. En fin de compte, c'est toutes des techniques dans lesquelles l'imaginaire va finalement on va le prendre, ce qui se passe en soi, qui est dans notre perception intérieure, qui est de l'ordre de l'imaginaire, et on va les transmettre vers l'extérieur, on va les projeter vers l'extérieur. Donc, ça va permettre de faire un travail de libération émotionnelle, ce genre de travail-là. Et il y a un élément important qu'on propose comme enseignement aussi, c'est le rituel chamanique, qui propose justement de prendre finalement, d'utiliser nos sens pour justement, pour les éveiller à travers des moyens extérieurs. Par exemple, l'olfactothérapie. Je prends des odeurs pour effectivement stimuler à quelque part mon cerveau et ça me permet de reconnaître qu'il y a des choses qui se passent en moi et je peux prendre le temps, par le biais de la pleine conscience intuitive, de questionner, d'interagir, de déprogrammer, de soigner, etc. Donc, ça, c'est une façon. Il va y avoir le son. Il y a un enseignement qui a été proposé d'ailleurs par Laurence Poirot, qui est une étudiante à moi, qui a été formée par moi et qui propose un programme qui s'appelle Audition. Donc, si vous êtes intéressé, c'est un enseignement qui existe, qui travaille donc sur le son pour équilibrer les chakras. Donc, ça, c'est une façon également d'interagir différemment avec la pleine conscience intuitive. Donc, le son va donc modifier nos perceptions. Puis encore là, on peut appliquer la lecture intuitive, des programmations et soins à partir de ce moment-là. Il y a le mouvement libérateur. Donc, le mouvement libérateur, bien évidemment, c'est un mouvement. Ça peut se faire à travers la danse, ça peut se faire à travers des différentes techniques corporelles comme le yoga. Alors, c'est un autre aspect qui est développé aussi
dans cet enseignement-là. Il y a également donc les mises en scène, les rituels, bien sûr, qui vont être mis de l'avant, qui vont permettre justement à un individu de pouvoir créer des rituels dans lesquels il y a des possibilités pour lui de faire vivre finalement ce qu'il vivait à l'intérieur de lui-même, de le faire vivre dans le monde concret, dans le monde tangible, pour permettre justement une libération, pour permettre une libération émotionnelle, pour faire une célébration à la vie, etc. Donc, il y a tout un concept autour de ça qui provient vraiment de la tradition chamanique, mais dans lequel, évidemment, on cherche à prendre tous les sens intérieurs que la pleine conscience intuitive a permis de développer pour les transmettre vers le monde extérieur, pour qu'il puisse y avoir effectivement un travail plus interactif, je dirais, avec le monde extérieur qui s'effectue à travers ça. Donc, vous voyez qu'à travers ce processus-là, bien évidemment, le thérapeute en pleine conscience intuitive apprend à accompagner un partenaire pour l'amener à se libérer le plus possible de ses charges émotionnelles. C'est ça qui va être effectué à travers ces enseignements-là. Puis, par la suite, bien évidemment, il y a un dernier enseignement, dernière spécialisation, c'est animateur de groupe. Animateur de groupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après tous ces enseignements-là, on est capable d'animer un groupe et on est capable de lui enseigner à ce groupe-là des outils. Ces outils, c'est quoi? C'est des outils de la spirale évolutive des chakras, c'est-à-dire un jeu de cartes intuitif, la typologie également, bien sûr, qui est assez riche. Et puis également, il y a la spirale évolutive, il y a également donc... excusez-moi, parce que j'entendais des sons, donc je voulais couper le son à la personne concernée. Donc voilà. Donc, la spirale évolutive va être le jeu de cartes. Il va y avoir également les biorhythmes, qui est une autre façon de jouer avec cette typologie-là, qui est très intéressante, qui s'inspire d'astrologie, de numérologie. Et puis également des grilles d'évaluation et de soins. Alors, tout ça, finalement, ce sont des outils, puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter à ça. Ces outils-là, finalement, vont permettre à une personne qui a suivi une formation avec moi, de pouvoir justement entreprendre une démarche dans laquelle elle va pouvoir donc finalement devenir une enseignante, puis elle va pouvoir également donc vendre les produits aux gens qui sont concernés. Donc, elle va pouvoir vraiment ajouter une corde à son arc en quelque sorte. Alors, ça, c'était donc les 8 spécialisations très, très sommairement, hein, j'en conviens, mais qui vous donnent une idée de l'enseignement global. Puis évidemment, il y a tout un volet personnel qui est associé à tout ça. Évidemment, l'enseignement personnel, les formations personnelles, c'est un peu tout ce que je viens de vous parler, mais ce sont présentés sous forme d'enseignements souvent plus menus. Il y a par exemple des enseignements à la carte, qui sont des enseignements très courts. C'est 3 ateliers de 2 heures chacun que vous pouvez visionner. Il y en a qui vous donnent des informations sur la pleine conscience intuitive d'une façon générale, donc qui vous présentent une introduction. Il y en a d'autres qui vont vous présenter des enseignements sur le médiateur de l'invisible, donc qui vont plus travailler sur l'aspect spirituel. Il y en a d'autres sur le participant et monde meilleur qui présentent comment on peut travailler sur la mémoire collective. Donc, vous voyez plein de petits enseignements comme ça qui sont à des prix assez doux, puisque les enseignements à la carte, c'est toujours à peu près 6 heures d'enseignement. Donc, on va aborder pas en profondeur l'enseignement, mais on va aller chercher quelque chose qui va nous permettre ensuite de l'appliquer dans notre vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Vous avez des programmes, les programmes Mission de vie et transformation de l'être. Vous avez Autoguérison, vous avez Spirale évolutive des chakras, vous avez Harmonie des émotions, vous avez Alignement et éveil spirituel, qui sont tous des enseignements quelque part qui durent à peu près 6 mois, dans lesquels vous allez être encadré dans une pratique par des webinaires. Vous avez la possibilité d'avoir des consultations également. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Vous avez une formation également Réalise-toi, qui est le plus gros programme dans lequel vous avez tout l'enseignement, tous les 5 programmes qui se retrouvent dans ce programme-là, qui ont un programme qui dure 18 mois, qui est beaucoup plus important, mais qui est très riche, qui vous donne accès à toutes les possibilités de la pratique. Puis, vous avez également aussi les formations professionnelles dont je vous ai parlé déjà précédemment. Donc, vous avez un ensemble d'enseignements qui est quand même assez complet. Donc, il y a une question qui m'est posée. Et l'énergie des rêves, est-ce possible de l'intégrer à cette lecture? Bien sûr que oui. L'énergie des rêves, je dirais que c'est, en fin de compte, dès les premiers enseignements, il y en a une question parce que l'énergie des rêves, on va beaucoup l'aborder dans le coaching évolutif et des projections de la mémoire cellulaire parce que ça touche vraiment le thème. Mais dès le début, dès l'introduction, on vous propose l'idée que quand vous avez un rêve, vous pouvez évidemment faire un travail de pleine conscience intuitive pour justement aller décoder le rêve en question. Puis ça va se faire comment? Mais ça va se faire simplement par le principe tout simple que je vous enseigne, c'est-à-dire que je vais donc simplement utiliser mon imaginaire pour me mettre en connexion avec le rêve que j'ai fait.
Donc, j'ai des bribes peut-être de mon rêve, je ne m'en rappelle peut-être pas totalement, mais ce n'est pas grave, puisque je vais me communiquer avec cette bribe-là et je vais donc pouvoir ensuite donc, décrire ce que je vois en temps et ressent, questionner, déprogrammer, soigner. Ah oui, c'est comme ça qu'on va procéder pour travailler sur les rêves. Donc, il y a beaucoup de possibilités là, dans la pleine conscience intuitive au niveau des applications. On peut travailler sur une maison, on peut faire un équilibre dans une maison, on peut travailler sur les aliments, on peut travailler sur les remèdes thérapeutiques, évaluer si un remède est bon pour nous ou pas, etc. Évaluer un aliment, un repas. Bon, il y a plein de façons d'aborder la pleine conscience intuitive. Je vous dirais que c'est assez illimité. On peut donc travailler avec la nature, les arbres, les animaux. Toutes ces applications se retrouvent dans l'enseignement. Et je me suis toujours donné comme défi que si quelqu'un m'arrivait avec une application que je n'ai pas établie encore et qui voudrait quelque part me la proposer, bien évidemment, ça serait inclus dans le cadre des enseignements parce que quelque part, c'est ça qui est l'objectif, hein, c'est d'avoir une réponse un petit peu à proposer, en tous les cas, une réponse qui soit intéressante. Alors, donc, avec le temps, moi, à chaque année, j'augmente la formation parce qu'évidemment, il y a des demandes qui me sont faites, des idées qui me viennent, des projets qui me sont proposés, puis finalement, tout ça vient enrichir le programme de l'enseignement, tant dans la formation personnelle que professionnelle, qui fait qu'évidemment, les applications deviennent de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus riches aussi par le fait même. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui aurait envie que je lui fasse une petite démonstration, et peut-être qu'avec un thème cette fois-ci? Donc, Mirella qui me dit oui. Est-ce que tu aurais un thème? Attends un petit instant. Attends un petit instant. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle. J'essaie de voir c'est qui. Est-ce que je ne t'entends pas bien? Alors, ça ne sert à rien de parler parce que je ne t'entends pas du tout bien. Et je ne sais pas c'est qui parle en plus. Donc, j'essaie de voir. Je ne retrouve pas la personne. Je m'excuse parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Et, ah, voilà, j'ai trouvé. Voilà, OK. Donc, c'est ça. Alors, il y a des gens qui... J'ai donc fermé le micro. Donc, OK. Alors, OK. Donc, Mirella qui me disait qu'elle voulait donc que je lui fasse... Tu as un thème particulier, Mirella? Puisqu'on a vu un certain nombre de choses, on a vu un certain nombre d'applications, je me dis, ben, tiens, ça pourrait être sympathique peut-être de me proposer l'occasion d'aller voir. Hypoactivité à cause des augmentations des énergies terrestres et célestes. OK. Mais tu vois, ce que je te dirais par rapport à ça, tu sais, des fois, dans la vie, à quelque part, il y a trop d'informations qui viennent à nous. Évidemment, la situation particulière actuellement dans notre vie peut s'adresser à beaucoup de monde, ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça que je sens chez toi, comme s'il y avait un besoin de penser à toi. Penser à toi, c'est un peu comme quand on parle de survie. La survie, c'est je pense à moi, parce que finalement, si je ne pense pas à moi, je ne serai pas capable d'aider les autres. Donc, je dois poser un regard sur moi avant même de penser aux autres. Donc, ce regard-là, quelque part, me met dans une position où tu sais, on pourrait presque dire, je me sens agressé. Agressé par quoi? Mais par l'extérieur. Donc, ne plus me sentir agressé par l'extérieur, c'est ne plus me sentir obligé à l'extérieur. Ne plus avoir envie, à quelque part, de vouloir être là pour l'extérieur. Donc, je suis obligé de me renfermer d'une certaine façon, de me retrouver en dedans de moi. Puis de me retrouver en dedans de moi, c'est peut-être justement de me taire. Puis me taire, pour moi, ça touche un peu la méditation. La méditation, c'est quoi? Ça veut dire quelque part me remettre dans mon état intérieur, puis finalement être dans un état de paix, de tranquillité, et de ne pas être tout le temps dans l'agitation. Parce que moi, ce que je sens de toi, Mirella, c'est ça, il y a une agitation. Et l'agitation fait que tu te sens agressé par l'extérieur, que tu te sens appelé par l'extérieur, que tu te sens sollicité par l'extérieur, et que là, pendant longtemps, toi, tu as été motivé à répondre à ça, et là, tu t'es épuisé parce que tu as été sollicité. Donc là, j'ai l'impression que tu as besoin de te ramener vers toi, et de te ramener vers toi, c'est de te rendre compte finalement que penser à soi, c'est être heureuse. Être heureux, être heureuse. Et que c'est ça un peu que je dirais dans un premier temps. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Alors, évidemment, Mirella m'a demandé, hypoactivité à cause d'augmentation de l'énergie terrestre et céleste, fatigue.
Alors, évidemment, moi, j'ai donc pris le temps de regarder qu'est-ce qui était là par rapport à ce qu'il venait de dire. Et donc, l'information qui est venue, c'est ce que je lui ai exprimé. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'elle me répond. Puis, je vais commencer à faire la déprogrammation. Donc, je vous rappelle que la déprogrammation consiste justement à donner à mon partenaire ce qu'il me demande, hein, pas dans le physique, là, pas dans le blabla qu'on fait ensemble, mais plus dans le monde intérieur, dans ma perception que j'ai de lui et de lui donner dans l'immédiat et de voir la transformation qui va en résulter. Ça, quand on fait la déprogrammation, mais là, peut-être que j'ai été plus aux besoins des autres que les miens. Ça, c'est sûr. Moi, ça, ce que tu dis là, pour moi, c'est pas peut-être, j'en suis convaincu. Mais ça, c'est, tu as totalement raison de pouvoir, toi, prendre le temps de réfléchir à ça. Mais moi, dans ma perception, c'est clair que quelque chose qui a été, qui a besoin, je dirais même que quand on fait la déprogrammation, c'est vraiment le besoin d'avoir la paix. Et la paix, ça me fait penser à l'idée de vacances, retraite, d'être moins dans un processus de porter. Parce que moi, je peux aider quelqu'un, mais je ne suis pas obligé de la porter cette personne-là. Donc, ça aussi, c'est une réflexion que tu dois avoir. Est-ce que tu as besoin de prendre les gens sur tes épaules ou est-ce que tu peux très bien apprendre à les rendre responsables, par exemple? Déjà, c'est différent comme relation et c'est peut-être plus léger. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui mériterait pour toi de réfléchir tout cela, à ce niveau-là. Un petit peu d'eau. C'est toujours bienvenu. De l'eau citronnée en plus, encore meilleur. Donc, ça, c'était pour la déprogrammation qui était la deuxième étape. Là, j'attends de voir Mirella, qu'est-ce qu'elle va me dire là-dessus. Et la troisième étape, ce serait le soin. Le soin, bien évidemment, c'est toujours fait en accord avec, avec la déprogrammation. La déprogrammation a amené une action. Et puis moi, ce que je sens de Mirella, c'est qu'au niveau du cœur et du bassin, il y a quelque chose de vide à partir du moment qu'on a fait la déprogrammation. Pourquoi c'est vide? Mais une fatigue. Quand c'est vide, c'est qu'il y a un manque d'énergie. Et ce vide-là, c'est un peu comme quelqu'un qui pourrait me dire, j'ai tout donné. OK, on a tout donné, donc on est fatigué d'avoir tout donné parce qu'on n'est plus capable, on n'en a pas assez pour nous-mêmes finalement. Donc on est fatigué, on n'a pas envie de donner parce qu'il nous en manque. Donc là, on va essayer de travailler un petit peu là-dessus pour rétablir un mouvement à ce niveau-là. Mais simplement de me dire si tu es d'accord avec ce que je te dis, comment tu reçois l'information, si ça te parle, tu vois, c'est un peu ça que je m'attendrais de toi pour simplement savoir si ça a du sens. Tu vois, plus j'essaie de faire circuler l'énergie dans la région de vide dont je te parlais tantôt, et plus ça m'en évidence une chose très simple, c'est la notion du respect. Le respect, c'est un peu comme si tu pourrais me dire, je ne me suis pas senti respecté. On m'a tout pris. On ne m'a pas respecté. On n'a pas pris le temps de considérer qui j'étais. On m'a pris sans tenir compte de mes limites, etc. Alors, évidemment, on pourrait dire, mais mon Dieu, tu es entouré de gens méchants. Toi, Mirella, tu n'es vraiment pas chanceuse. Mais il faut comprendre ici qu'il y a une notion de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est un peu comme l'idée quelque part que l'extérieur m'a envahi puis m'a tout pris. Mais finalement, il m'a tout pris parce que moi, j'ai accepté, à quelque part, de lui en donner, de lui donner pas mal. Donc, j'ai une responsabilité à reconnaître. Cette responsabilité doit m'amener à reconnaître effectivement qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça. C'est-à-dire que j'ai fait ça pendant un certain temps, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça, donc j'ai envie de d'autres choses. Et là, ça devient intéressant pour toi de prendre un papier et un crayon et de dire c'est quoi l'autre chose que tu as envie. C'est-à-dire, j'ai été comme ceci, j'ai été comme cela, ça ne me convient plus. Dorénavant, je me comporterai comme ceci, je me comporterai comme cela. Et à ce moment-là, on fait comme une déclaration où on déclare quelque part que nous, dorénavant, on ne se comportera plus de la même façon. Et on va peut-être même l'adresser, même le dire à des gens concernés pour les aviser que ça ne se produira plus, on ne sera plus la même personne, on ne fera plus les mêmes comportements parce qu'on n'a plus envie d'être comme ça dorénavant. Tu vois, alors c'est un peu l'image, une information que je te donnerai par rapport à ça.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Mirella, parce qu'elle dit, quand j'aide les autres, j'ai toujours de l'énergie et je ne suis pas fatigué. Puis moi, ce que je te dirais, et je ne dis pas que j'ai raison, on explore ensemble, moi, ce que je te dirais, c'est que cette façon que tu as de donner de l'énergie et de ne pas être fatigué, ça donne un sens à ta vie. Parce que ta vie, là, je vais exagérer beaucoup en le disant comme ça, ta vie est ennuyante. Pourquoi elle est ennuyante? Parce que tu ne tiens pas compte de toi. Tu ne tiens pas compte de tes besoins. Tu ne tiens pas compte de tes envies. Tu ne tiens pas compte de quelque part. Et cette idée de ne pas tenir compte de soi, c'est un peu comme dire, quand je suis seul, je n'existe pas pour personne. Je ne suis pas important pour personne. Mais je suis fatigué parce que j'ai envie de faire rien parce que je n'existe pas pour personne. Je n'existe pas pour personne. Et j'existe quand quelqu'un me demande de l'aide. Alors, tu comprends qu'il y a un piège là-dedans, parce que si tu existes parce que quelqu'un te demande de l'aide, ça veut donc dire que tu ne peux pas exister si une personne ne te demande pas de l'aide. Le seul moyen que tu existes, c'est que quelqu'un te sollicite. Puis à un moment donné, c'est normal, un être humain ne peut pas donner sans se ressourcer. Et toi, tu as appris à ne pas te ressourcer parce que justement, tu ne sembles pas avoir d'intérêt à te ressourcer parce que tu as l'impression que ça n'en vaut pas la peine, qu'à quelque part, les gens ne vont pas t'apporter ce que tu mérites, ce que tu veux. Donc, tu as appris à mettre un deuil là-dedans, à ne plus y croire. Et parce que tu n'y crois plus, bien évidemment, la seule solution pour toi d'avoir une valeur, c'est que les gens te sollicitent et te demandent. C'est ça un peu que je te dirais par rapport à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mirella, à ce niveau-là. OK, quand j'aide les autres, j'ai toujours de l'énergie, je ne suis pas fatigué. OK, mais j'ai de la difficulté de me déplacer car j'ai des vertiges. Oui, oui. Mais c'est ça, à quelque part. Hein? C'est que, et finalement, je me retrouve seul. Oui. Mais c'est ça. Je pense que maintenant, cette idée de te retrouver seul, c'est une obligation de te retrouver avec toi et de prendre soin de toi. Et quand on a la difficulté à se déplacer, puis qu'on a des vertiges, ben, on n'est pas dans une position où on peut finalement, tant que ça, aider les autres. Donc, on est obligé de se dire, ben là, j'ai peut-être moins envie d'aider les autres parce que je dois penser à moi. Pourquoi je dois penser à moi? Ben parce que j'ai des vertiges, j'ai de la difficulté à me déplacer à cause de ça. Et pourquoi j'ai des vertiges? Mais c'est peut-être parce que j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol dans le sens, c'est quelque part que j'ai plus envie de me diriger vers les autres. Hein, mon corps me parle comme ça. J'ai plus envie de me diriger vers les autres parce que je dois retrouver mes assises. Mes assises, finalement, c'est de me dire, ben moi, j'ai envie de penser à moi. J'ai envie, tantôt je parlais d'être en vacances. Être en vacances, c'est quoi? Ou à la retraite, c'est un peu comme se dire, ben j'ai envie de me retrouver dans une forme d'harmonie, une forme de paix, où je ne suis plus obligé de faire constamment des efforts pour que je puisse exister pour quelqu'un. C'est ça un peu qu'on sent de ça. C'est un peu comme si je sentais que tu as beaucoup de belles choses à offrir. Puis ces belles choses que tu as offertes, que tu avais à offrir, que tu as à offrir, ben, elles ont été souvent déçues. Donc, on a beau dire j'ai des belles choses à offrir, mais quand les gens ne sont pas là pour les recevoir, ben, moi, je me sens un peu comme pas apprécié, pas reconnu, pas valorisé. Donc, je développe une forme des intérêts envers ça parce que je me rends compte que les gens ne sont pas intéressés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on devient quelque part de plus en plus dynamisé, et là, c'est là que je fais référence à la tête en disant ça, dynamisé par ce que l'extérieur me sollicite, me demande. Et là, je deviens quelque part quelqu'un qui va se mettre dans une position où elle va dépenser ses limites parce qu'elle n'est plus dans ses jambes. Là. Elle est juste dans sa tête, elle est juste dans son envie d'aider le monde, mais elle n'est plus dans ses jambes. Et c'est ça le vertige. Le vertige, c'est une surabondance d'énergie qui sont dans l'eau du corps qui font qu'on n'est plus capable de retrouver nos jambes. Et c'est là, quelque part, que ça peut être intéressant, évidemment, pour toi de vraiment retrouver tes jambes. Donc, de retrouver tes jambes, c'est de retrouver une stabilité, donc de t'enraciner certainement, de travailler à concentrer ton énergie vers le bas du corps. Ça, c'est sûr que ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant, là, finalement, pour retrouver une certaine stabilité qui te ferait comprendre que tu n'as peut-être plus envie de faire, tu as peut-être envie d'aider les autres, encore, mais plus de la même façon. Parce que moi, je crois qu'il y a eu de l'abus.
t'es pas respecté, que les gens n'ont peut-être pas su te respecter comme tu l'aurais voulu, et ça t'a amené, toi, à te dire, ben moi, j'ai plus envie de ce genre de collaboration-là. C'est ça un petit peu que je sens, moi de ça. Donc, peut-être que tu peux me confirmer, ou moi, toi, me dire qu'est-ce que tu en penses. Ah, c'est sûr que ça demanderait peut-être un peu plus d'approfondissement pour aller plus loin concernant cette histoire-là, mais quand même, on voit que par les trois étapes que j'ai décrites tout à l'heure, on arrive donc, vous comprenez, à interagir avec le corps pour arriver à une conscientisation. La pleine conscience intuitive est toujours l'objectif. On n'est pas toujours en mesure d'arriver à une pleine conscience intuitive, mais l'objectif, c'est que par l'interaction des trois techniques que je propose, il y a un soin. Puis en plus de ça, il y a une somme d'informations, un genre de dialogue qui fait qu'on arrive à comprendre notre partenaire et être capable de l'accompagner dans sa démarche. Et c'est ça, quelque part, qui est l'objectif qui est proposé dans l'ensemble des enseignements qui sont offerts dans la pleine conscience intuitive. Je sais que je dois trouver la vie belle pour moi et aimer la vie pour et par moi, même sans condition. Effectivement, ça, je crois que c'est quelque chose qui conclut bien. Je pense que l'idée que je me retrouve seul, c'est que je sais que je dois trouver la vie belle pour moi et aimer la vie pour et par moi, même sans condition. C'est ça, c'est qu'il y a quelque part quelque chose de reconnaître quelque part que j'ai autant d'importance que les autres. Parce que peut-être qu'on s'est oublié un petit peu dans l'idée d'aider les autres et que là, la vie nous demande de renouer contact avec soi. C'est un petit peu ce que je dirais par rapport à ça. OK, donc c'était un peu la conclusion, je dirais, par rapport à ce que j'avais à transmettre. Et s'il y a des questions, d'interrogations, évidemment, vous pouvez toujours le faire puisqu'on n'a pas encore terminé. Je peux répondre à des questions. Je peux prendre le temps peut-être de vous rappeler simplement que les enseignements, quelque part, ne se retrouvent pas actuellement. Pour ceux qui seraient intéressés à bénéficier du 20 de remise d'ici le 9 août, ben, cette promotion-là, ben, elle n'est pas sur le site Thérapie Intuitive, elle est sur un lien que je vous avais envoyé et que je m'étais promis d'avoir avec moi aujourd'hui, mais que je n'ai pas. J'ai oublié de le noter. Donc, vous l'avez dans vos mails. Je l'ai envoyé ce matin également. Je l'ai envoyé dans le mail d'hier aussi, dans lequel j'ai présenté le mail. Si vous êtes intéressé, vous avez accès à ce moment-là à tous les enseignements sur ce lien-là. Et vous avez donc un code PCI en majuscule qui vous donne un coupon code là, qui vous permet de pouvoir bénéficier dans la même, lorsque vous achetez une formation, un enseignement, vous avez un 20 de remise, même sur les consultations. Alors, les consultations sont déjà, parce qu'on parle de consultation, pas d'une consultation, mais de forfait de consultation. Et ceux qui sont intéressés peuvent bénéficier d'une remise supplémentaire de 20 sur les enseignements. Alors, on peut avoir des enseignements dans les cadres des formations, comme dans les programmes, etc. Mais on peut également avoir des consultations à part et des forfaits. Donc, vous allez voir dans les diverses propositions, vous allez voir qu'il y a plusieurs enseignements qui sont proposés, que vous allez retrouver le programme Audition sur la thérapie par le son, avec l'introduction en ligne qui est combinée ensemble. Vous avez l'enseignement à la carte, les enseignements à la carte. Vous avez également les programmes que j'avais nommés tout à l'heure, la formation de base, la formation professionnelle, des forfaits de consultation pour 5 consultations, pour 10 consultations. Vous avez des prix très intéressants puisque le 20 de remise s'applique d'ici le 9 août. Donc, si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui peut être vraiment des prix vraiment qui sont, je pense, qui valent vraiment la peine. Et puis, pour les formations de base et professionnelles, vous avez aussi le 20 donc ça fait des remises quand même significatives sur des montants un peu plus élevés. Donc, on en a pour tous les goûts, les enseignements qui sont proposés. Donc, si ça vous dit, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et si, qu'est-ce que c'est là? C'est une marque pleine conscience V. C'est Diane qui m'a envoyé. Je ne comprends pas très bien le message qui est là. Le site, c'était en fin de compte, c'est pleine conscience intuitive .coachzippy.com. C'est quelque chose comme ça. Mais vous l'avez dans votre lien mail, hein, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez reçu une invitation et cette invitation-là vous donnait cette information-là. Donc voilà. Alors, vous l'avez compris, la pleine conscience intuitive, elle peut être une belle approche justement actuellement par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est une belle approche pour nous rappeler justement qu'on a un certain pouvoir, nous, en tant qu'individu, et que ce pouvoir-là, effectivement, en développant une relation avec soi, puis en développant une relation avec le monde subtil, je dirais,
on arrive à comprendre davantage les enjeux que la vie nous témoigne présentement, tant d'un point de vue individuel que d'un point de vue familial, collectif, etc. Donc, on apprend à devenir plus pleinement conscient de ce qui se passe dans les différents registres de la vie. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous si cela vous dit. Donc, voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je termine? Voilà, c'est ça. Je pense que, donc, Diane qui a mis ça dans le chat, là, le nom du mail, mais je ne suis pas sûr, je crois qu'il y a une semble, c'est plein de conscience intuitive.coach, je ne suis pas sûr, il me semble qu'il y a un point. Mais enfin, vous l'avez dans vos mails, de toute façon, cette information-là. C'est ça, c'est dans le mail, donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là si vous êtes intéressé. Et si vous avez des questions, je l'avais proposé également. Si vous avez un questionnement, vous vous demandez quel est l'enseignement, parce qu'il y en a quand même pas mal d'enseignements. J'en conviens. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire cette conférence-là pour vous donner un petit peu un avant-goût de toutes les options qui existent dans la formation. Vous l'avez compris, c'est très complet. Et tant dans la pratique personnelle que professionnelle, on touche énormément de domaines et de sujets. Et dans ce sens-là, évidemment, c'est très riche. Et si vous avez des questionnements, des interrogations, que vous aimeriez me parler pour mieux comprendre ou pour avoir des conseils que moi je puisse vous donner concernant les enseignements que vous pourriez qui pourraient être plus avantageux pour vous, bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, puis ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous en parler. Il faudrait faire vite, évidemment, puisque le 9 août approche à grands pas, mais si vous êtes intéressé, c'est possible de pouvoir profiter de ça également. Donc, vous avez... je réponds à toutes les questions pour que vous soyez bien conseillés. Si vous avez des difficultés à utiliser le site en question, à bénéficier du 20% de remise, appelez-moi aussi. Je prendrai le temps avec vous de vous montrer comment procéder pour y parvenir. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite conférence qui vous donnait comme un petit avant-goût de ce qu'est la pleine conscience intuitive et de voir de quelle façon qu'elle peut être aussi un élément très intéressant dans un point de vue humain, mais dans le point de vue à quelque part de la situation particulière dans laquelle on est, ça peut être une très belle occasion aussi de se donner des outils pour être capable de mieux appréhender la transformation collective qu'on est en train d'effectuer présentement. Donc voilà. Alors, je vous remercie de cette présence. J'espère que vous avez apprécié. Il y aura un replay, évidemment, de cela. Vous allez l'avoir probablement demain sur ma chaîne YouTube. Ça va vous permettre donc de pouvoir approfondir. Donc voilà, merci beaucoup, tout résonne à 100%. Merci Michel, merci Isabelle, merci tout le monde. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.